Et bonjour à tous. Et c'est un fail. Je n'ai pas la caméra. Attendez. Hop là. Wow. Que la lumière fut. Hop. Ouf, c'est fort ça aussi. Voilà. Donc bonjour à tous. Comment allez-vous en ce mardi? Je suis désolé de pas avoir fait de live hier, mais justement j'étais un peu occupé sur le projet dont je vais vous parler maintenant. Voilà. Parce qu'effectivement, pour ceux qui me suivent un petit peu, je bosse sur quelques projets, pas mal de projets, peut-être un peu trop d'ailleurs. Par exemple, je bosse sur. Je vois que le son est un peu fort, peut-être ici. Attendez. Hop là. Voilà. Je bosse sur Rival CFG, des drivers de souris SteelSeries. D'ailleurs, j'ai une belle collection de souris, pour ceux qui se rappellent. J'ai des articles de blog en retard, tout ça. Mais comme ça ne suffit pas, je me suis rajouté des nouveaux projets. Voilà. Et donc là, je vais vous parler de yoga. Et de yoga. Alors pour l'instant, je l'ai appelé Yoga Image Optimizer parce que j'ai pas de meilleur nom. Mais c'est juste une interface graphique pour yoga. Alors, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Et pour commencer, du coup, merci Brobel pour le follow. C'est sympa. Prends place, assieds-toi. Donc, on va aller sur github.com/wanadev. Alors, Wanadev, c'est la boîte pour laquelle je bosse. Et c'est dans le cadre de mon boulot que j'ai bossé la base sur yoga. Hop. Voilà. Donc Yoga, qu'est-ce que c'est à part un joli logo fait par notre graphiste Katia. C'est un logiciel qui permet d'optimiser et de convertir des assets. Alors pour les images, ça prend pas mal de formats d'images en entrée, en fait tout ce que supporte la bibliothèque Pilo de Python. Et en sortie, on va sortir du PNG ou du JPEG, optimisé soit avec Zopfli, soit avec Gutsly, qui sont deux bibliothèques au nom imprononçable, créées par Google. Voilà. C'est à peu près ce que j'ai dû écrire par là. Et ça permet aussi de convertir des modèles 3D. Donc de prendre, je sais pas, un Collada ou un OBJ en entrée, ou un FBX, et de le transformer derrière en soit en GLTF, soit en GLB, qui sont les deux formats les plus intéressants à utiliser sur le web maintenant, avec WebGL. Donc il va être capable de convertir tous ces formats vers cela. Et au passage, chez les textures imbriquées dans les formats, enfin dans les modèles, il va être capable de les prendre et de les optimiser avec Yoga, avec la partie image de Yoga du coup. Voilà, donc ça on s'en sert sur des projets, parce que nous on fait beaucoup de 3D sur le web, on fait des configurateurs 3D, on fait un logiciel d'architecture en 3D, etc. Qui s'appelle Casaplan pour ceux qui connaissent. Et donc tout ça, ça permet nous d'importer les modèles dans les projets et de les optimiser au passage. Voilà, donc nous on avait développé ça, et Yoga du coup c'est une interface en ligne de commande uniquement. Je dois avoir des exemples par là. Là on voit que j'avais développé ça avec Alexis Brust, pardon, je vais y arriver. Un excellent développeur, c'est au passage. Et donc voilà, donc là récemment j'ai enfin pris un peu la peine de me remettre dans Yoga et de faire toute la documentation à fond pour que ce soit vraiment utilisable par tout le monde. Mais en ligne de commande toujours évidemment. Hop, donc si on regarde, il y a deux parties de l'interface ligne de commande en fait. On a une partie pour les images et une partie pour les modèles 3D. Donc moi ce qui m'intéresse en fait c'est la partie avec les images ici. Étant donné qu'à chaque fois que j'écris un article de blog ou que je fais un site web, j'optimise toutes mes images avec Yoga. Je commence à en avoir marre en fait, des lignes de commande à rallonge pour chaque image, etc. Parce qu'on voit effectivement que j'ai pas forcément mis des versions courtes de la ligne de commande. Donc voilà. Donc je me suis décidé enfin à faire une interface graphique qui me permet de faire clic droit, optimiser l'image et puis on n'en parle plus quoi. Enfin un peu plus que ça, mais c'était l'idée de base. Voilà, c'est assez simple en fait, c'est yoga image. Normalement j'ai des exemples. Voilà, input, output, c'est facile. Voilà, on peut spécifier le format en détail et même sélectionner la qualité qu'on veut pour le JPEG. Et c'est l'exemple qu'on a là. Voilà. Hop là, on verra mieux comme ça. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas ma caméra au-dessus du texte que je vous montre. Voilà, et Yoga est aussi capable de redimensionner à la volée les images. Parce que c'est pratique en fait quand on a des modèles 3D avec d'immenses textures de dire bah on réduit à 512 par 512, ça sera largement suffisant sur le web. Voilà. Donc c'est un peu tout le boulot de Yoga. Et donc Yoga qui est un logiciel de commande, j'ai commencé à bosser sur l'interface graphique, du coup ça va être sur github.com/flows cette fois parce que je bosse pas là-dessus dans le cadre de mon boulot. Parce qu'au boulot on s'en fout de l'interface graphique, c'est des logiciels du côté serveur qui vont faire le boulot avec. Donc moi, pour me faciliter la vie, j'ai commencé à bosser sur ce logiciel-là. Alors le README est très, comment dire, vide pour l'instant. Forcément, j'ai à peine commencé à bosser dessus. On voit que j'ai commencé ça il y a quelques jours.
sais pas si on voit, il y a 9 jours, voilà, les premiers commits. Donc bon. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble du coup. Hop là. Alors, hop, j'ai une petite ligne de commande ici. Donc en fait, il y aura plusieurs solutions pour optimiser les images. Soit on lui donne la liste des images en ligne de commande quand on le lance, et ça va permettre de les rajouter dans le logiciel, enfin de les afficher dans le logiciel directement. Hop. Voilà, comme je viens de le faire là. Soit on a le petit bouton plus ici qui peut aller les chercher à la main. Et pour l'instant c'est pas encore supporté, mais j'ai rajouté le drag and drop parce que j'aime bien le drag and drop. Donc là par exemple j'ai un certain nombre d'images de tests qui sont là. Alors c'est toutes petites images parce que quand je fais des tests j'ai pas envie de passer 3 heures, d'attendre 10 minutes qu'il ait optimisé une image. Parce que oui, une image de 12 mégapixels ça peut facilement prendre 10 minutes. C'est assez clair. Ça prend beaucoup de place en RAM et beaucoup de temps. Hop, donc là si je clique sur Optimize, je sais pas combien de temps ça va prendre parce que ça ralentit comme j'ai un stream en cours. Donc là on voit, voilà, il a déjà fini celle-là, il est en train de faire celle-là. Alors du coup j'ai rajouté du multithreading dans l'histoire pour pouvoir optimiser plusieurs images en parallèle, parce que comme c'est déjà assez long comme ça, voilà. Donc pour l'instant j'ai hardcodé 2 threads dans le code, mais ce sera configurable après, et par défaut il faudrait que je mette nombre de CPU moins 1, une connerie comme ça. Voilà, là on voit l'optimisation qui est en train de se faire. Là on voit que sur le PNG on a gagné 36%, sur celui-là qui sont vraiment tout petits déjà de base on a gagné 2,3 et 5,5. Bon alors pour les JPEG c'est pas significatif là par contre, moins 63% c'est beaucoup. Mais en fait c'est parce que pour l'instant la qualité de sortie n'est pas configurable et par défaut j'avais mis 84% dans Yoga et c'est vraiment dégueulasse, c'est trop bas. Faudrait peut-être que je mette 90 par défaut donc il y aurait un gain un peu plus faible. Mais voilà, dans l'idée ça fait des jolies optimisations. Et donc voilà. C'est déjà pas si mal comme introduction je pense. Si vous avez des questions n'hésitez pas dans le chat, tout ça, tout ça. Le chat il est par là-bas. Non, là-bas. On va y arriver. Voilà. Ou sur mobile c'est en dessous. Donc voilà, donc je vais reprendre un peu ça. Alors je m'étais arrêté où? Je regarde un petit peu. La dernière fois j'avais fait nos refacto. Ah oui c'est ça. Donc la dernière chose que j'ai implémenté c'était afficher la taille des images en entrée et en sortie avec le pourcentage de gain qu'on a eu. Voilà. Bah maintenant je vais commencer, j'ai pas rajouté. Alors j'avais écrit quelques tests quelque part. Alors attendez. Normalement j'avais donc dans les helpers j'avais écrit un test enfin un test unitaire avec comment il s'appelle avec doctest, on va y arriver. Du coup je vais au moins faire en sorte déjà de rajouter des tests, enfin le lint déjà avec Flake 8 pour ceux qui connaissent Python pour vérifier que j'écris pas du code trop dégueulasse et bah du coup je vais rajouter PyTest qui exécutera les tests doctest qui sont, je les ai déjà perdus, ils sont là. Voilà. Comme ça, on pourra s'assurer au moins que cette méthode-là continue à fonctionner. Et puis si j'en rajoute des tests plus tard, ça sera plus facile. Et tout ça, je vais y rajouter un petit workflow GitHub Action, histoire que automatiquement, bah, à chaque fois que je push un truc, GitHub il teste quoi. Parce que je vais pas faire les tests à la main non plus. Alors, est-ce que j'ai déjà un... il n'est pas ouvert. Le setup.py. Ah bah j'avais déjà mis les dépendances, mais je les avais pas encore utilisées. Donc on va mettre PyTest ici aussi. Hop. Du coup, on va se reprendre ça. On va faire déjà pip install-e. Alors, je vous explique un peu rapidement ce que ça fait tout ça. Alors, pip install, c'est pour installer. Alors, je précise, je suis dans un environnement Python, dans un virtual env Python. J'installe pas ça en dur sur mon système. Je suis pas un gros dégueulasse. Donc pip install c'est pour installer le logiciel courant parce que le logiciel se trouve dans le dossier courant donc voilà parce qu'il y a le point ici. -e c'est parce que je le veux en mode éditable donc je veux pas qu'il copie les fichiers du logiciel dans le venv, je veux qu'il fasse des liens symboliques pour que quand je fais des modifs pour que quand je fasse des modifs il les prenne en compte directement sans que j'ai besoin de réinstaller. Et le entre crochet dev ici c'est pour dire que je vais installer le groupe de dépendance supplémentaire dev ici. Hop. Je sais pas si je l'avais déjà fait ou pas, mais ça on va vite le savoir. Voilà, il est en train de réinstaller des trucs. Très bien. Donc on va créer un petit Nox file. Alors, attendez, je vais aller le voler sur un autre projet, parce que je vais pas me faire chier de tout le réécrire à la main. Ah ouais, Piquet Rival CFG, j'aime bien Rival CFG. Donc ça c'est l'autre projet dont je parlais tout à l'heure, les drivers de souris pour Linux là. On va aller lui voler son Nox file. Hop, alors.
Ici, on va faire, hop, ajouter noxfile.py. Hop là. Parfait. Alors, hop, je copie-colle comme un gros bourrin tous les trucs de l'autre et on va le nettoyer, hein. Hop, voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de doc, donc hop, on dégage ça. Ça, c'est pour mettre à jour la base de données des souris, on s'en fout. Moi, j'ai l'int et test qui m'intéresse. On n'a pas d'histoire de version de Python, donc on s'en fout. Hop là. Attendez, hein, on va regarder ça. Alors, de toute façon, c'est vrai que je suis un peu con d'avoir installé Flake et tout ça, parce qu'en fait, il va les installer à chaque fois lui tout seul. Alors, je veux comparer avec Flake, je veux tester, pas ça. Euh, je veux Yoga Image Optimizer. J'ai pas de dossier de test pour l'instant, donc on enlève ça. Noxfile, ouais, on peut le vérifier. Et hop, voilà. Ça, c'est ce que Flake va devoir vérifier, que j'ai écrit du code propre pour tout ça. Ensuite, version de Python. Alors, on supporte plus du tout 2.7, hein. On va même pas se faire chier. Il faut que je vérifie quels sont mes besoins en Python par contre. Alors, attendez. On va aller sur la doc de Python. Alors, pour la concurrence en Python, pour le multithreading, j'ai utilisé un truc qui s'appelle concurrent.future. Hop. Qui est intégré à Python depuis je ne sais plus quelle version, c'est 3.2 je crois, mais je suis pas sûr. Du coup, on va vérifier dans la doc, voilà. Donc, il faut au moins Python 3.2 pour tourner. Voilà, ça je sais. Du coup, on va se rester regarder le support 3.5, qui est encore supporté, je crois. Attendez. On va regarder les versions de Python supportées. Euh... Hop. Voilà. Alors, 3.5, on est où? 3.5, 3.5, 3.5 supporté jusqu'à quand? Donc 3.5, pour information, globalement, 3.6 et 3.7 sont disponibles sur Debian 10, la version enfin, la current stable de Debian. Et sur Ubuntu 18.04, pas la LTS, enfin pas la dernière LTS, mais celle d'avant, de mémoire. Ouais, je connais ça par cœur parce que je bosse sur Pontoon en ce moment et j'ai dû regarder toutes ces versions-là. Je sais que sur la 16.04, je crois qu'on a on a 3.6. Je regarde aussi avec les distributions, est-ce que ça vaut le coup en fait de s'emmerder à les supporter quoi. Bah de toute façon c'est vite vu, 3.5 n'est plus supporté par Python, a priori. Non attendez, documentation release. Non, ils ont fait une dernière release à ce moment-là. Est-ce que j'ai les versions supportées de Python, s'il vous plaît? Est-ce qu'ils vont me dire? Non, ils vont pas me dire jusqu'à quand c'est supporté. Normalement il y a un truc pour ça. Attendez. On va aller sur python.org. Normalement il y a un truc qui m'affiche la durée de vie des versions de Python. Est-ce que j'ai des infos sur la durée de vie? Voilà. Ah bah voilà, bon, on sait que là on est en security release jusqu'à la fin de l'année. Donc 3.5 c'est mort en fait, hein. 3.5 je vais pas le supporter, il est plus supporté, on va pas s'emmerder. 3.7, ok, 3.8, 3.9. Parfait. Alors, donc moi je veux pas de 7. Déjà j'ai dit ça c'est mort. 3.5, voilà. 3.8 et on a 3.9 qui est sorti il y a pas très longtemps. Hop, on le rajoute dans la matrice de test. De ce qui pourra être testé en tout cas. Ensuite, PyTest. Nanana. Donc là, on installe le logiciel, on installe PyTest, on installe le logiciel dans l'environnement qui va me créer pour PyTest. Donc ici PyTest, alors là du coup le doctest module parce que j'ai du doctest effectivement. Hop. Et donc du coup le module ça va être ça le dossier. Hop. J'ai pas de test et l'environnement j'en ai pas non plus, c'est pour Rival CFG. Donc ça va être juste ça. Hop. Normalement on est pas mal. On va essayer d'exécuter ça. J'ai enregistré, oui. Donc si je fais un nox session, enfin -s en fait, ça évitera d'écrire tout en entier. Lint, normalement, il devrait au moins me vérifier et me dire si j'ai écrit de la merde déjà. Donc là, il installe Flake. Qu'est-ce que ça nous donne? Successful. Donc j'ai pas écrit de truc dégueulasse. Normalement, si j'écris quelque chose de moche dans mon code, genre je saute une ligne de trop ici, il va pas aimer normalement. Ça respecte pas la PEP 8, voilà. Là, il devrait râler. Sauf si je me suis planté.
Voilà, il est pas content, parfait. Hop, et du coup il reste les tests unitaires. Alors, test unitaire, ça s'exécute, test. Alors comment ça se lance ce truc-là? Test 3.8, voilà, c'est ça. Pour relancer, en fait, j'ai mis une matrice de test ici de plusieurs versions de Python. Évidemment, il faut que les versions en question soient installées sur ma machine pour que ça marche, hein. Moi j'ai 3.8 et j'ai peut-être 3.9, je sais plus. Donc on va exécuter juste 3.8, ça sera largement suffisant pour vérifier que ça marche. On laissera la CI faire toutes les autres versions de toute façon. Ah! Alors qu'est-ce qu'il aime pas? File existe. J'ai déjà un Nox qui traîne ici. Qu'est-ce qui m'a fait qu'il aime pas trop? Attends. Qu'est-ce que j'ai en dépendance déjà moi? J'ai yoga en dépendance. Et j'ai rien d'autre. Il manque une petite virgule là. Ah non, il manquait pas de virgule. C'est juste moi qui suis aveugle. Alors. Pourquoi est-ce que monsieur n'est pas content? Bon, dans le pire des cas, je vais supprimer le dossier Nox, on va voir ce qui se passe déjà après. Ok, rm-rf.nox, c'est le fichier temporaire de Nox. Hop. On va voir pourquoi il râle. Donc, et il râle pour une bonne raison, visiblement. File existe. Qu'est-ce qui est pas content? Fail to build image pkg resource because. PKG ressources. Pourquoi est-ce qu'il m'emmerde avec PKG ressources? C'est un peu relou cette histoire. Hop, on va chercher ça sur Google vite fait. Évidemment, vous voyez rien parce que j'ai pas mis la fenêtre, mais voilà. Euh... hmm. Je sais pas pourquoi il veut pas l'installer. Qu'est-ce que j'ai merdé pour qu'il veuille pas. Attendez. On va essayer des trucs déjà vite fait. Alors, Nox. Donc ça, si je le désactive vite fait, normalement, on est d'accord, PyTest s'installe, il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, ok, carrément. Donc je vire ça aussi, pareil, j'ai le même problème alors. Non, j'ai plus de problème. Je suis un peu perplexe parce que normalement il aurait dû gueuler parce que je suis pas censé l'avoir du coup, PyTest. On vire l'environnement, on va retester vite fait. Qu'est-ce que c'est? Merde. Ah! D'accord, et je le relance une deuxième fois et là il est content, c'est ça? Ok, bon. C'est une façon de voir les choses. C'est nouveau ces conneries. No search file directory, yoga, nanana, nox text, PKG ressources init. Je me demande s'il n'y a pas un truc qui a pété dans PKG ressources il y a pas longtemps, hein. Mais bon. On va dire que pour l'instant c'est bon, du coup c'est pas ma faute si ça marche pas, hein. Hop. Donc là si je relance ça marche cette fois-ci? Ou le fait que je refasse des pipes il va pas aimer? Ouais, il y a vraiment un truc qui lui plaît pas quoi. Ah! C'est quel package ça qu'il aime pas? Seed package, vendor, packing. Il y a un truc qu'il apprécie pas, mais alors je saurais pas dire quoi. J'aimerais savoir où est-ce qu'il a un problème, quand même. Alors, seed package. Il a vraiment un souci avec le package seed package, hein. C'est insupportable ce truc.
Je vais essayer au pif une autre version de Python pour voir vite fait. Alors, pip install. Est-ce que j'ai installé Python 3.9 déjà? Normalement, il est disponible pour mon OS. Bah, pip install, bien sûr. Évidemment. Juste pour voir si c'est spécifique à une version qui serait sur 3.8 ou. Parce que je peux aussi avoir de la merde en local sur mes paquets, hein. C'est pas déconnant. On verra ça dans la série après ce que ça donne, mais c'est bizarre, c'est ça. Ceci dit, j'ai un environnement qui est un peu bizarre. Faut pas se mentir. J'ai un environnement qui est un peu ouvert sur l'extérieur, c'est pour ça qu'il aime pas aussi. Il y a peut-être des trucs qu'il doit pas apprécier. Pour l'instant, il a l'air content. C'est peut-être le fait que j'ai mon. En fait, dans cet environnement, comme je dépends de trucs de GTK, euh, hop. Comme je dépends de trucs de GTK, enfin de dépendance GTK et que je peux pas les installer dans l'environnement, parce que c'est un peu spé, j'ai un environnement qui est ouvert enfin, sur ce qui est sur le système, donc il peut se servir des bibliothèques qui sont installées sur l'OS. Et donc je pense que c'est ça le problème qu'il avait en fait avec mon truc. Et là, il prend 3 plombs à l'installer parce que je pense qu'il est en train de compiler Yoga. Vu l'utilisation CPU, ça serait pas déconnant qu'il soit en train de compiler Yoga. Évidemment. Et du coup, ça va prendre du 3 plombs. Mon plan qui fait ça, du coup, on va faire d'autres trucs. Alors, pourquoi j'ai un onglet là? Du coup, je vais vous parler un petit peu de GTK et de Python, voilà, parce qu'on est un peu là pour ça quand même. Alors, l'application, là, j'ai déjà un peu avancé, donc je vais pas vous montrer tout ça tout de suite, parce que ça fait un peu beaucoup de code à vous expliquer. Je propose qu'on fasse un petit fichier de test et qu'on voit un peu ce que ça donne. Ah, attendez. Pouf. Je vérifie juste que la chatroom marche parce que je vois pas de message, je me disais, marche pas. Alors, on va faire un petit fichier par là, là. Pouf. Il est où mon terminal? Tac. En qui compile ça. Je vérifie quand même juste que mon CPU est pas complètement ras la gueule. Non, c'est bon, c'est fluide. Ça va. Touch. On va appeler ça test app. Ouais. .py. Alors, c'est très génial comme nom, hein, mais. Et salut HS, comment tu vas? Alors, mode plus X, évidemment, sur testapp.py. Je tape n'importe quoi. Je tape des trucs random avec le clavier. Ça va et toi? Bah écoute, moi ça va. Hop là, gvim test .py. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment ça marche GTK. Hop, pendant que le truc il se compile là-bas à côté. Hop. Voilà, ça on peut le surveiller de là, du coin de l'œil. Alors ici du coup je me rentre dans l'environnement. Alors j'ai un raccourci, mais je peux vous montrer son raccourci. Ça fait source. Env, bin, activate. Voilà. Donc là j'ai l'environnement, je pourrais lancer l'application, hein. Hop. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois qu'il y a un peu plus de monde, on travaille sur Yoga Image. Donc, je vous remonte vite fait l'application. Euh, Python, nanana, voilà. Hop. Donc c'est une application qui permet d'automatiser l'optimisation des images. Je sais pas ce que j'ai raconté. Mais en gros de faire des batchs d'optimisation d'image. Voilà, on appuie sur le bouton Optimize et il se démerde. L'idée de base c'est ça. Salut Carso. Hop. Et salut Crénodeno. Salut JB. Il y a du monde d'un coup là. Donc salut à tous. Et donc bah voilà, l'application, bah, là on voit qu'elle est en train d'optimiser ces fichiers là et que ceux-là ils sont en attente. Bon, ça marche assez bien hein, pour l'instant. Même si pour l'instant le gros souci que j'ai c'est que j'ai pas permis de configurer
la qualité de sortie des JPEG, et donc du coup on se retrouve avec des JPEG un peu dégueux. Mais on va améliorer ça rapidement. Tiens, pourquoi il râle lui? TF8, non. J'étais là mais en scred. Ouais bah oui, bah tu lurk, je vois ça. Et voilà, donc là on a optimisé les images, et derrière on voit qu'on a eu des gains voilà, plus ou moins importants en fonction des images, mais c'est déjà pas mal. Bon là ceux-là il faut pas en tenir compte, hein, ils sont vraiment trop abusés. Hein. Voilà. Donc on va déjà faire une petite application GTK basique, juste pour voir un peu comment ça marche. USR, bin of Python. Hop. Alors GTK, comment que ça marche cette histoire-là encore? Alors, déjà il faut faire import JI. Alors, depuis GTK 3 en fait il y a un truc qui s'appelle GObject Introspection. Et ce machin-là en fait c'est assez génial. Pas besoin de mettre Python 3 en fait HS, je suis dans un environnement virtuel qui est dans un VAnv du coup qui est déjà en Python 3. Donc ça marche déjà en Python 3. Donc je fais import JI. Et donc j'observe de réflexion, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est un truc qui est porté dans chaque langage. Et après, bah, de manière automatisée, il va être capable de donner accès à toutes les bibliothèques de GNOME, de GTK, glib et compagnie, de générer dynamiquement les bindings pour chaque langage. Ce qui a un sacré gain de temps, même si des fois il y a des petits ratés. Donc là on fait un PGI pour require version. Voilà, moi je veux GTK 3. 3.0. Hop là. Voilà, à partir de là, du coup, je peux importer des trucs de PGI. Ouais, mais si un mec utilise ton truc et en Python 2 par défaut, ça risque de gueuler. Ouais, mais ça, on verra après, c'est un détail, parce que pour l'instant, en fait, ça, c'est un fichier de test pour vous montrer comment on fait. Dans l'application réelle, en fait, j'ai un point d'entrée, il faudra l'installer. D'ailleurs, je m'étais jamais attaqué à la migration d'un petit projet Python, 2 en Python 3, c'est quel enfer. Alors, Carso, il y a un truc qui s'appelle 2 to 3, qui convertit ça automatiquement, à peu près, normalement. Et après, il y a des petites modifications à faire, mais globalement, ça se fait assez bien, normalement. Sauf si le code d'origine était dégueulasse, quoi. Bah justement, toutes les merdes avec URL lib, tu utilises 2 ou 3, et ça te le convertit beaucoup, tous ces trucs-là qui font chier en fait. Tu verras, ça améliore pas mal de. Ça sauve un peu la vie. Donc from GI pour repository, import, et là on peut importer des trucs de GTK. J'ai fait des sed, t'es un gros bourrin. Donc ici j'ai besoin de GTK notamment. Pour l'instant j'ai besoin de GTK. Hop. Donc ici on voit qu'il y a un truc qui râle. Alors ici c'est en rouge pour une raison toute con, c'est que j'ai écrit une ligne de code ici avant l'import ici. En fait il me fait chier, je peux lui dire que je n'en ai rien à foutre en lui disant no QA, donc pas de qualité, mais on ne désactive pas tout, hein, on désactive juste un. Juste celui qui nous embête qui est celui-là. Voilà. Je commence à les connaître par cœur à force de les avoir. Même pour les tests, faut faire plein de manches. Faut bien le faire, ouais. Les trucs. Enfin, même pour les tests, mais là c'est juste pour une démo. Hein. Bon, ça peut te faire plaisir, je peux te mettre le Python 3, mais. C'est vraiment juste. Je vous montre ça au Schnaps. Hein. Donc, déjà, on va créer une application GTK. Alors, il y a plusieurs façons de faire du GTK, des plus ou moins bonnes pratiques, et on peut plus ou moins. Comment dire? On peut mettre plus ou moins le bras dans la machine GTK. Hein. On peut être plus ou moins. Plus ou moins coincé avec GTK dans notre application, et là on va aller un peu à fond dans le GTK. Donc on va créer une application. Alors, en fait, soit on utilise vraiment que l'interface graphique, soit on peut vraiment faire une application entièrement centrée sur GTK, et il fait pas mal de choses pour nous dans ce cas-là. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, je vais faire une classe que je vais appeler. Hop, on va mettre un petit peu un espace de plus. Que je vais appeler. Comment ça s'appelle? Test app. Bah, test application en fait. Voilà, qui est basé sur gtk.application. Donc il dérive de gtk.application. Non. Fail. Voilà. Tu fais pas de GTK 4, t'es à la bourre. Mais GTK 4 n'est pas encore disponible pour mon OS, je crois, et de toute façon, le gap entre GTK 3 et 4 n'est pas si énorme que ça en fait. Ça n'a rien à voir avec le gap qu'il y avait entre le 2 et le 3 quoi. C'est assez, c'est assez dingue. Ça devrait le faire assez facilement. Donc, papapam. Ouais, on va overrider le init ici. Def init. Alors pour ceux qui font pas de Python, le init c'est le constructeur. Hein.
Moi je veux ça init avec rien dedans comme paramètre parce que ça m'emmerde d'avoir des paramètres ici. Mais du coup on va appeler gtk.application.init, donc c'est la méthode du parent, avec différents paramètres, donc self parce qu'on veut qu'il exécute ça sur l'instance courante, application id égale org.flows.test.app. Voilà. Donc là en fait, alors le nom que je mets là, c'est un nom unique qui va être utilisé par des bus notamment. Je vais vous montrer ça après. Parce qu'en fait, GTK les GTK applications permettent de générer une application qui a une instance unique. Quand l'application est déjà lancée, et bah, plutôt que de redémarrer une seconde version de l'application, il est capable de notifier l'instance déjà en cours pour lui dire bah on nous a demandé d'ouvrir tel fichier en plus, et là on peut popper une nouvelle fenêtre, etc. Sans avoir à ouvrir 15 versions de 15 instances de l'application. Vu qu'HS c'est relou, je propose que tu fasses plutôt l'interface full web et tu fous ça dans une app Electron. Quelle horreur. Tu veux que je sois encore plus. Battez-vous, battez-vous. Voilà, et flags ici égale. Alors là, il me faut GIO en plus, du coup. GIO.application flags. Alors, je sais plus comment il s'appelle ce flag, honnêtement. Attendez. Hop, juste le rouvrir depuis l'environnement. GVim. Hop. Je rouvre mon Vim dans l'environnement, voilà, histoire d'espérer avoir un peu d'autocomplétion si possible. Merci. Non. Oui, non, peut-être pas. Ben, je me souviens plus du coup. C'est très bien. Alors, je vais retrouver ça rapidement. Alors, on a de la chance. Enfin, il y a une chance qu'on a maintenant. Tu utilises pas Super pour appeler parents? Non. Non, j'utilise pas Super. Hop. J'ai tendance à le faire à la main en mode Schnaps, voilà. Donc la question c'était, ah oui, GTK, application, Python. Alors on a de la chance maintenant d'avoir une doc Python pour GTK qui est assez cool. Moi quand j'ai commencé avec Python 3 sur GTK, non, avec GTK 3 sur Python, on n'avait pas de doc. On est parti d'un statut où on avait PGTK qui était le binding Python pour GTK 2 qui était bien documenté, on arrive à GTK 3. PGTK est déprécié et ne supporte pas GTK 3 parce que ça n'a aucun intérêt à cause de GI. Mais on n'avait pas de doc Python pour GTK. Du coup, il fallait se taper la doc en C. Et imaginer comment le binding se faisait, et c'était pas toujours très clair, il fallait tâtonner pas mal. Parce que par exemple, quand on avait une méthode qui prenait un string en paramètre, bah en C, on lui donnait le gchar-array là, qui est un string en fait mode glib, à la sauce glib. Et à côté, on lui donnait du coup la taille de la string pour qu'il sache voilà, quelle manipulation, enfin, quelle taille faisait la string. Et des fois en Python, il bah, fallait aussi mettre la taille de la string en paramètre, et des fois non. C'était random, ça dépendait. Et c'était un peu relou. Voilà. Alors du coup, moi je voulais juste le flag qui est par là, normalement. Application. Non, eux ils mettent tout, bande de bâtards. Bon, et ben, on va dire que c'est que c'est non. Hein. Crotte. Est-ce que j'ai IPython ici? IPython 3. Donc, import ji, ji. Non, from ji.repository. Complétion, s'il vous plaît. Import GIO. GIO.application flags. Voilà. Merci. Je veux les flags, s'il vous plaît. Alors du coup, j'ai un truc normalement avec non ou je sais pas quoi. On va pas s'emmerder bien longtemps, je sens. Hein. Replace un environnement. Putain, il est où ce flag? Il doit être planqué dans un autre truc. On va pas s'emmerder, on va mettre juste les flags non. Je crois que c'est un truc comme ça, genre. Il n'y a pas flag ici. Bon. On va pas s'emmerder trop longtemps. Normalement, le flag de base, ça doit être 0. Les flags, en fait, c'est que. Faut pas oublier que c'est que des nombres, hein, on sait, voilà. Là, il devrait être content, globalement, je pense. On verra s'il râle ou pas. S'il râle, eh ben, on cherchera. Sinon, tant pis. Dans mon fichier, j'importe git. Comment ça, j'importe git? J'importe GI, ligne 5.
Ah merde. Bah oui, bah voilà, c'est pour ça qu'il comprend rien. Du coup ici je suis sûr que si je fais lol, on l'aurait eu à l'exécution, mais je suis sûr qu'ici maintenant si je fais gtk.application flags. Ouais, ta gueule. Bon, il a pas l'air de vouloir compléter celui-là, mais ouais, on devrait avoir un peu moins de soucis quand même à l'autocomplétion, effectivement. L'habitude de taper guide, du coup, effectivement. Donc voilà, donc ça déjà c'est le truc de base. Alors si j'exécute ça tel quel, ça ne marchera pas. On va voir très vite pourquoi. Hop, déjà, on va faire. Où est-ce que j'ai mis ça? Dans main. Hop, je triche un peu, hein. Je regarde le code de mon autre application à côté pour voir comment on fait déjà. Voilà, c'est ça. Donc ici on va faire if name égal main. Alors ça c'est classique en Python, hein. C'est juste qu'on vérifie que ce fichier-là il est bien exécuté directement et pas importé. On fait app égale test app. Voilà. Et derrière on peut faire app.run. Normalement ça lance GTK, la main loop GTK, tout ça, tout ça. Donc si j'exécute mon programme, normalement ici, comment il s'appelle? Test app, voilà. Voilà, là il gueule. Et il a raison. Il dit que le signal activate n'est pas connecté. Et il a absolument besoin de ça pour que mon application fonctionne. Et en fait là j'ai deux solutions. C'est soit ici je crée une méthode que j'appelle comme je veux et je fais self.connect, activate, tout ça. Soit il y a un petit raccourci qu'on peut faire directement, c'est définir une méthode qui s'appelle doActivate. Qui prend paramètre self et après je sais plus. Est-ce qu'elle prend les trucs d'ailleurs en paramètre celle-là? doActivate. Non, elle prend rien d'autre. Donc doActivate, c'est quand l'application est lancée, cette méthode-là est appelée. Donc ici on peut faire print, voilà, activated. Et donc là on a lancé notre application GTK. Voilà. Et là on n'a pas de fenêtre, on n'a rien, donc il se passera absolument rien. L'application elle se barre. Elle est finie, voilà. Maintenant on peut implémenter une fenêtre peut-être, ça peut être bien d'avoir une fenêtre. Donc on peut faire class main window, donc la fenêtre principale, qui va dériver de gtk.application window. Ah, attendez, par contre j'ai une musique horrible dans les oreilles, qu'est-ce que c'est que cette merde? Hop là. Voilà, c'est mieux. Donc on est sur application window, voilà. Pour l'instant, def init. Est-ce que je suis obligé ici d'overrider des trucs? Oui, si, forcément. Hop, self. Alors moi, je lui donne pas de paramètres ici parce qu'en fait, j'en ai pas besoin. Sauf ça. Hop. Juste l'application. Et derrière, on va faire gtk.window. .window ou application window? Si, application window quand même. Application window de. Alors, qu'est-ce qu'on passe? On passe self parce que c'est exécuté sur truc courant. Application égale app. Voilà, c'est le seul truc qui m'intéressait moi. Title. Donc là, on peut mettre le titre de la fenêtre. Voilà, elle s'appelle Salut Twitch, ma fenêtre. Default. Merde, j'ai écrit n'importe quoi. Default with. On va mettre 400 pixels de large. Default 8 égale 300. Très bien. Et derrière, resizable. Voilà, là on a créé une application, enfin une window basique. Et normalement ici dans doActivate, je peux faire self.mainWindow égale main window self. Voilà. Donc je lui passe en paramètre ici le paramètre application pour qu'il fasse le lien avec l'application. Comme ça après derrière ma window, je peux faire self.getApplication et récupérer mon application, c'est pratique. Et c'est plutôt utile pour ce qu'on va faire. Merde, j'ai fait une capture d'écran. Hop, si je réexécute ce que j'ai fait de la merde. Non, j'ai fait un truc qui lui plaît pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Forcément, alors déjà oui, il y a plusieurs trucs qui vont pas. On va voir ça. Alors déjà, une par une. Type, qu'est-ce qui m'embête?
Self application, title, nanana. Qu'est-ce que j'ai oublié? Could not convert value property type of main window. Qu'est-ce que j'ai fait? Un truc qui lui plaît pas et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Si vous voyez une connerie qui est écrite quelque part, vous me le dites, hein. Qu'est-ce que j'ai fait ici que je n'ai pas fait là-bas? Tu donnes pas app? Bah si, je donne l'app. Self. Self, c'est l'application, c'est l'instance courante de l'application. Et donc du coup, je donne là. Salut Tyran, comment tu vas? Et merci pour le sub. Du coup, on fait du GTK. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie pour que ça marche pas? C'est le truc qui est un peu chiant à chaque fois. Application égale app. Hum. J'ai dû faire une connerie vraiment, vraiment truc débile. Return super unit, nanana. Could not convert value of property type. J'ai dû écrire un truc complètement débile. Default. Qu'est-ce que j'ai mal écrit? Vas-y, j'ai mal orthographié un truc à tous les coups. On va faire une on va faire virer ça. On va voir si j'ai fait une faute là. Gna, c'est pas ça. Et salut Studio Renegade, comment allez-vous? Bah, c'est bizarre cette histoire que j'ai fait comme connerie encore. Application window, nanana. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Et bonjour le Lyonnais, et bah salut Benico Poppy, salut Draxas, salut à tous. Du coup là on est en train de faire une application, enfin on est en train d'essayer de faire une application GTK. Ah, ici il a pas compilé, tiens c'est marrant. Ouais mais j'ai pas Python 3.9, attendez. Hop, sudo apt install Python 3.9 dev. Voilà, ça va aller. Voilà. Je relance ça en parallèle comme ça. Et salut The Hawk. Donne le mot de passe. Non, je donne pas le mot de passe. Évidemment que non. Oui, fille installée. Hop, on relance les tests unitaires ici, on verra après. Pourquoi est-ce que j'ai fait de la merde quelque part ici? Attendez. Si ici je commande ça et que je fais juste un pass. Et qu'ici je mets application égale. Hop. Est-ce que ça marche cette histoire? Ok, ça marche. Donc je me suis vraiment merdé sur un truc tout con, à mon avis. On va les reprendre un par un et on va voir ça. Hop. Hop. Alors. Ici, du coup. Où est-ce que j'ai mis ça? Self. Donc l'app, elle est là. Tac, tac, self app. On supprime tout ça. Normalement, on est censé avoir un truc valide. Ici. Ou alors, j'ai merdé quelque part. Et là, j'ai vraiment merdé un truc quelque part. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais. Mais si, mais je suis débile. Oh là là, mais l'abruti, voilà, je sais ce que j'ai fait. Voilà. J'ai appelé la classe directement. Et pas son nom constructeur, évidemment. Voilà. Donc là, ça marche. Mais, comme vous pouvez le voir, il se passe rien. Et sinon, regarde la doc. Non, mais c'est bon, en fait, c'est juste moi que c'est débile. Toi, j'ai voulu faire pareil que là, mais j'ai pas mis le init, tu vois. Voilà. C'est le truc débile. Et c'est forcément un truc comme ça qu'on voit pas pendant 3 quarts d'heure. Donc là, on voit que l'application reste active parce que j'ai une fenêtre de l'application qui est quelque part, mais on la voit pas. Parce qu'en fait, par défaut, tous les widgets GTK sont cachés. Voilà. Donc ici, maintenant, je peux faire self.mainWindow.showAll. Voilà. Donc là, en fait, il y a la méthode show qui affiche juste la fenêtre et showAll qui va faire ça récursivement sur tous les widgets dans la fenêtre. Bon, nous, comme on n'a rien dedans, de toute façon, ça va le faire. Voilà. Là, on a la petite fenêtre Salut Twitch qui marche. Voilà. Steak haché, est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Eh ben non, aujourd'hui j'ai mangé un rougail saucisse, dis-toi. C'était très bon. Donc voilà, là on a fait un truc un peu basique. On a fait donc notre petite fenêtre, qui est plutôt cool. C'est bon ça, ouais, ça c'est bon ça. Voilà, et si je ferme ça, normalement, ça me termine l'application parce que c'est bien foutu GTK quand même.
Par contre, il y a un truc qui est rigolo, normalement, c'est si je fais ça, hop, et que je relance une autre instance de l'application. Hop, faut d'abord que je rentre dans l'environnement. Hop. Ici, on voit que le terminal, il bloque pas comme là. Il m'a rendu la main directement. Et en fait, on peut voir qu'ici, j'ai eu 2 fois activated qui a été appelé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai déjà une instance lancée, il va se connecter à cette instance et lui dire tiens, on m'a relancé avec tel paramètre ou ce truc là. Et du coup, bah, comme moi, à chaque fois que je fais activate, qu'on fait activate, je réouvre une fenêtre. Bah, si je refais un activate, je vais avoir une nouvelle fenêtre en plus. Voilà. En fait, tout ça, ça se fait via des bus. En fait, quand on utilise les GTK applications, il nous crée une application des bus. C'est quoi Yoga Image? Je reviens dans 2 secondes. Je finis d'expliquer un truc et je vais expliquer ça dans 2 secondes. Donc voilà, je vous montre juste rapidement ce que ça fait. Donc en fait, j'ai Defit qui est un explorateur de débus. Voilà. S'il le lance un jour. Voilà. Donc ça, c'est le bus système. C'est plutôt pour tout ce qui est service, tout ça. Ça, c'est le session de bus. Donc ça, c'est tout ce qu'on voit là. En fait, c'est des applications qui sont lancées actuellement sur ma machine qui offrent des API via des bus. Voilà. Et si on cherche flows ici, voilà, on voit que j'ai mon test app. Donc qui correspond. L'ID qui est là, en fait, c'est celui que j'avais mis là. Hein. Hop. Je regarde un petit peu comment c'est. Donc là, voilà. C'est l'application, c'est l'ID que j'avais mis là. Et on voit que ici, Test App propose différentes entrées, voilà, notamment l'application qui est là. Et donc ce qui va se passer, c'est que quand on va démarrer l'application une deuxième fois, il va voir que, que cette API est déjà fournie, donc l'application est déjà lancée. Et donc il va lui envoyer un signal pour lui dire hey, t'es activé encore une fois. Voilà, et donc du coup ici, par exemple, on peut simuler ce fonctionnement-là. Je fais une de commande tout à l'heure. Attendez, je descends un peu parce que sinon on voit rien. Voilà. On peut même réduire peut-être un petit peu. Je peux pas redimensionner ça là? Sérieux? Bon, très bien. Donc ici en fait je peux envoyer des signaux comme ça. Alors qu'est-ce qu'il prend en paramètres? En paramètres il prend un dict of string variant. Ok, il prend rien du tout en paramètres, on lui met un dictionnaire vide et normalement, voilà. Je peux exécuter n instances de mon application, enfin n fenêtres de mon application juste en lui envoyant un signal. Donc en gros une autre application GTK, ou même pas GTK d'ailleurs, parce qu'en fait début c'est utilisé aussi par KDE et par tous les environnements quasiment sous Linux maintenant. Depuis notre application, on peut balancer des signaux à une application autre et contrôler beaucoup de choses comme ça. Par exemple, actuellement, j'écoute de la musique et il y a une API qui s'appelle Mprise2 qui permet de contrôler la musique. Hop. Et là, je viens de faire une application, on voit que ça a disparu ici. Hop. Si ici je cherche Mprise, hop là, on voit que j'ai Spotify qui fournit une API Mprise, justement. org.mprise.mediaplayer2.spotify, voilà, c'est ici. Et donc ici, en fait, ça fournit une API qui permet de mettre en marche ou mettre la pause sur les musiques. Par exemple, je sais pas si j'ai si c'est là. Voilà. Le player, il est là. Voilà. Normalement, ici, je peux mettre pause. Donc, si je fais là, vous n'allez pas l'entendre. Mais si j'exécute ça, voilà, là, la musique, elle vient de se mettre en pause. Et si je veux remettre play, j'ai même un toggle play pause ici. Hop là, voilà. Je peux vous montrer ça assez facilement en fait si je prends. Bah là du coup j'écoute du Daft Punk, voilà. Tac. Ça vous savez ce que j'écoute en plus. Donc on voit qu'ici il est bien en lecture. Attendez. Tac. Voilà. On voit ici qu'il est bien sur play ici. Et si je fais exécuter ça, voilà. Il vient de se mettre en pause tout seul. Voilà. Donc ça permet en fait de faire pas mal de choses, des bus comme ça, des petites API d'applications assez sympas. Et donc c'est utilisé par là. Donc maintenant je vais répondre à la question. Salut Blaze. À chaque fois que je vois WinDev, ça fait penser à WinDev. Oui, non, alors on n'a rien à voir avec WinDev The Hawk. Voilà, c'est bien foutu Linux. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est bien foutu. C'est assez pratique comme il y a pas mal d'applications qui fournissent des API. Et il y en a même plein en fait, par exemple GNOME Shell, donc l'environnement graphique que j'utilise, offre plein d'API pour faire pas mal de choses et permet par exemple de demander une capture d'écran. Ou de dire bah je veux sélectionner une zone de l'écran. Bah, juste mon petit vite fait quand même. Des fit. Si je cherche Gnome Shell là-dedans, envie de trouver normalement. C'est long. Gnome Shell sur le session bus. Voilà, j'ai Gnome Shell ici. Et après, je vous montre la suite. Normalement, j'ai un truc par là quelque part. Je sais pas si c'est celui-là ou si c'est dans Mutter. Shell Screenshot, il est là. Paf, trouvé. Alors, Screenshot, il est là. Donc c'est celui-là, normalement.
Flash area. Donc ici je peux faire un flash par exemple sur, je sais pas, c'est quoi comme paramètre with 8. Si je mets 0, 0, 200, 200, exécuter. Ah merde, c'est sur mon autre écran, attendez. Ici il faut que je mette X 1080p. Ouais, donc c'est 1080 ici. Je sais pas si on le verra sur le live, vous me direz si on le voit. J'ai pas mis assez. Ah mais non, c'est 1920, je suis con moi. 1920 ici. Voilà. Normalement dans le coin là-haut, vous voyez un flash blanc. Qui est le flash qu'il affiche quand on fait... Bien sûr qu'on peut automatiser ses exécutions, justement. Il existe un outil à ligne de commande qui permet de faire des appels directement à ces fonctions-là. Et sinon, depuis n'importe quelle application, qu'elle soit écrite en Python, en C ou n'importe quoi, on peut se connecter à des bus et appeler les fonctions des autres applications de cette façon-là. Et donc là, j'appelle le flash, mais il y a d'autres fonctionnalités. Par exemple, bah là, j'ai pick color. Ça m'intéresse beaucoup parce que ça n'existait pas ça avant. Et ça m'intéresse beaucoup, beaucoup ça. J'en aurai besoin pour une de mes applications. Screenshot area par exemple, ou select area, voilà, ça va me permettre de sélectionner une zone. Et il va me retourner du coup la zone si je fais exécuter. Ici on voit que mon curseur, je sais pas si vous voyez mon curseur, si voilà, il a changé en forme de croix et je peux sélectionner une zone de mon écran. Voilà, et là en réponse il m'a donné la zone. Voilà. C'est des API que j'ai utilisées, c'est par exemple quand j'ai fait mon screencast, mon logiciel de screencast pour enregistrer des parties de l'écran, etc. Bah, j'avais utilisé toutes ces API là. C'est assez rigolo, tout ce qu'on peut faire. Voilà. Donc c'est assez cool, et donc pour en revenir à ce que j'étais en train de faire, du coup je vais vous expliquer un petit peu sur quoi on travaille, parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés entre temps. Est-ce que j'ai un... Oui, il est là. Tac. Alors, il était une fois Yoga. Voilà. Donc Wanadev, la boîte dans laquelle je bosse, fait beaucoup de WebGL, donc des configurateurs 3D sur le web, et des logiciels d'architecture 3D comme Casaplan sur le web. Et donc pour ça, on utilise beaucoup de modèles 3D, et il faut qu'on les convertisse du format que nous fournissent les clients vers des formats utilisables sur le web, notamment GLB et GLTF, pour parler un peu technique. Et donc on a implémenté un logiciel qui, se basant sur diverses bibliothèques, est capable d'optimiser les images et de les convertir aussi, et des modèles 3D. Pour les images, on prend en charge un grand nombre de formats. En fait, je sais pas pourquoi je m'emmerde à vous expliquer ça. Je vais vous montrer directement, ça va plus vite. Attendez. J'ai une présentation toute faite pour Yoga. Pas tout à fait à jour, mais elle est pas mal. Alors attendez, git. Hop, hop, hop. Je vais vous montrer la présentation du Yoga, ça ira plus vite. Je pourrais vous expliquer un peu mieux comme ça. Où est-ce que je l'ai mise? Elle est dans interne. Ouais. Allez GitLab, tu peux le faire. Interne, presse. Voilà. Est-ce que tu veux bien me copier le fichier? Voilà. Copier l'adresse du lien. Hop. Alors. On va fermer un peu des trucs par là. Hop. Donc Yoga. Voilà. On va faire ça tout beau. Donc qu'est-ce que Yoga? En gros, c'est optimiser des images pour le web, effectivement, et des modèles 3D. Donc qu'est-ce que Yoga? Alors j'ai pas révisé ma présentation. Donc Yoga, c'est l'acronyme de Yummy Optimizer for Gorgeous Asset. Voilà. Merci Valentin pour avoir trouvé le nom. Ce qui est assez étonnant, c'est que le nom Yoga était disponible sur PyPI, le dépôt des applications Python. Ce qui est assez cool d'avoir un nom aussi court. Et donc à quoi ça sert? Ça sert à convertir et optimiser des images et des modèles 3D. Voilà. Yummy Optimizer for Gorgeous Asset. Délicieux Optimizer. Non, attends. Yummy Optimizer pour Asset Grandiose. Je crois, un truc comme ça, globalement. Mais en tant que graphiste, c'est plus intéressant de sortir une image directement dans un format optimisé plutôt que de refaire une conversion d'une image déjà optimisée pour la convertir. Alors en fait, quand tu vas enregistrer ton fichier avec Photoshop, GIMP ou autre, il va te l'optimiser un peu, mais pas plus que ça. Et en fait, ça derrière, ça va utiliser des bibliothèques, mais on va y venir justement. Donc comment ça s'installe juste rapidement? Du coup, ça s'installe avec pip install yoga. Pour Windows, j'ai fait une build de Windows maintenant, qui est un point exe à utiliser directement. Voilà. Donc en ligne de commande, ça s'utilise assez facilement. Donc on a effectivement une sous-commande ici qui va être soit pour lui dire qu'on veut faire des trucs sur des images ou sur des assets, en lui donnant entrée-sortie, des options, mon classique. Donc Yoga Image prend en entrée tous ces formats-là. Voilà. Alors ça c'était vrai au moment où j'ai fait la présentation, peut-être qu'il y en a plus maintenant, hein. Mais globalement c'est tous les formats qui sont supportés par la bibliothèque Pilo, qui est la bibliothèque de référence pour manipuler les images en Python.
Donc on utilise Pillow pour, pour décompresser l'image et la lire en fait. Donc on voit qu'on a même un petit peu du PSD supporté par endroit, mais bon, là. Mais voilà. Et derrière, on va être capable de transformer ces images-là en PNG ou en JPEG optimisé. Voilà. D'après Google, on peut avoir jusqu'à 30% de gain sur la qualité visuelle égale sur du JPEG, et les PNG, on peut aller jusqu'à 80% de gain, ce qui est assez énorme. Voilà. Donc ça s'utilise facilement, voilà, de base, comme ça. Je vous fais pas tout le détail, hein. Voilà, il y a des options pour redimensionner des images de ce passage. Voilà, donc bref. Et on a une API Python, évidemment. Voilà. Et pour les modèles 3D, c'est pareil. On prend en charge un grand nombre de formats, voilà, en entrée. Ça, encore une fois, c'était vrai il y a 2 ans ou 2 ou 3 ans quand on a créé l'application. Il y en a peut-être plus maintenant. Donc on utilise une bibliothèque qui s'appelle Asim pour gérer ça. Et donc il va il va prendre le modèle 3D d'entrée, il va s'en faire une représentation interne, et après on va pouvoir le sortir dans un autre format en sortie. Voilà. Et donc nous en sortie, on va sortir du GLB ou du GLTF, qui sont deux formats très présents pour le web. Voilà. Et donc effectivement, ce qui se passe, c'est que voilà, on a quelques petites optimisations pour la 3D, mais c'est vraiment minimal. On est capable de lui dire de supprimer les maillages nuls. Par exemple, c'est des maillages où tous les points sont au même endroit, il peut les virer. Mais parfois, on le veut pas, donc il le fait pas. Enfin, si on peut les activer. Voilà, donc il y a différentes optimisations 3D disponibles. Et surtout, s'il y a des textures incluses dans le modèle 3D, il va être capable de les optimiser en utilisant la partie Yoga Image. Sachant aussi que les modèles 3D, c'est souvent un peu la merde, les formats. Souvent, en fait, on se retrouve avec dedans des chemins qui référencent des images qui sont à côté, dans un dossier à côté, et qui sont en C2 points, C2 points user Jean-Michel le graphiste, machin. Et donc Yoga, en fait, il a tout un système pour fouiller les dossiers autour pour réussir à retrouver l'image quand le chemin qui est dedans est pas bon. Voilà. Et après, il corrige ça dans le modèle de sortie. Normalement, dans les GLTF et les GLB qu'il crée, il les inclut en dur dedans, donc du coup, il n'y a plus de problème pour les retrouver. Voilà. Et du coup, si dans Yoga Image, il y a une option pour redimensionner les images, c'est notamment parce que dans les modèles 3D, sur le web, on n'a pas forcément envie d'avoir des textures 4K parce que le PC de Monsieur Tout le Monde ne le supportera pas. Donc souvent, on veut réduire la taille des images parce que les graphistes nous foutent des images en je ne sais pas combien. Et nous, du coup, on se dit, bon, 512 x 512 ou même 256 x 256, c'est largement suffisant pour le web. Donc on est capable de redimensionner les images. Voilà. Ce qu'il reste à faire, support natif de Windows, et ça c'est fait. Interface graphique, et là on est en train. Documentation, ça c'est fait. Et des binaires pour chaque plateforme, coup-ci, coup-ça. Voilà. Donc la présentation du yoga c'était ça. Fait sur le magnifique OneAprez, je me fais de la pub. Qui transforme un JSON un Markdown random en présentation qui fait à peu près pro. C'est assez cool. Voilà, c'est la chose de promo. Donc Yoga, c'est le projet sur lequel je bosse à mon boulot. Et donc effectivement, pour ceux qui sont sous Windows, je vous le dis tout de suite, n'essayez pas d'installer avec Python, vous allez galérer, c'est hyper chiant de compiler sous Windows, ce genre de choses. Donc vous allez dans le bouton Release ici, et voilà, ici, dans la Release ici, vous avez une version Windows. Voilà. Ouvrir avec, hop. Voilà, et ça s'utilise en ligne de commande de la même façon, sauf qu'il faut écrire yoga.exe et les paramètres derrière. Mais voilà. J'ai une version entièrement compilée pour Windows. Voilà. Donc ça c'est Yoga, donc ça s'utilise en ligne de commande, et comme moi je l'utilise beaucoup pour optimiser les images de mon blog notamment et les sites que je fais, je conseille d'avoir marre de taper des lignes de commande à rallonge et tout ça pour les générer. Voilà. Les lignes de commande, on voit que j'ai pas mis de raccourci pour les... C'est long à taper au bout d'un moment. Du coup, moi je bosse sur Yoga Image, du coup, qui va me permettre... Alors du coup, j'ai pas prévu de gérer la partie 3D pour l'instant, en tout cas. Parce que je m'en sers pas plus que ça. Par contre, la partie image, je m'en sers beaucoup. Et donc, j'ai prévu de faire une interface graphique d'optimisation. Donc, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble cette interface graphique. Alors, il est toujours pas fini lui là. Il me fait chier. Donc là, il est en train de compiler des trucs, mais ça prend 3 plombs parce que je suis en live. Voilà, donc là, c'est une application. Donc, on lui passe en paramètre toutes les images, mais on peut aussi faire plus ici pour les sélectionner manuellement, ou on pourra drag and drop, mais c'est pas encore supporté. Il y a un mode batch, et justement oui Eliox. Et bonjour d'ailleurs. Donc en fait la version graphique est un mode batch. La version en ligne de commande, non, il n'y a pas de batch, mais tu peux facilement faire une boucle for en bash ou en Python, parce que ça s'utilise très facilement en Python. Il y a un seul point d'entrée très simple en Python, franchement. Attends, ça prend 2 secondes. Hein. Je te montre ça vite fait. Python API, Python Image API.
Voilà, globalement, c'est t'importes le truc et tu donnes input, output et éventuellement des paramètres supplémentaires et ça se fait tout seul. Puis l'interface web, c'est vraiment difficile, Carso. Voilà. Donc là, en fait, on voit que j'ai ouvert différentes images. Et donc pour l'instant, il n'y a pas encore de configuration possible parce que c'est pas encore implémenté, j'ai juste commencé. À terme, quand on sélectionnera une image, on pourra en dessous avoir un bout d'interface qui nous permettra de modifier le chemin de sortie, paramétrer quel format de sortie on veut, sur du JPEG, du PNG. Et pour le cas du JPEG, sélectionner la qualité qu'on veut en sortie. Voilà. Non, c'est entièrement synchrone, HS. Mais tu peux faire de la sync toi-même. Du coup, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans Yoga, dans l'interface graphique. Je l'ai rendu async. Je l'ai même fait du multithreading. Alors, il faut pas ouvrir yoga.exe parce qu'en fait c'est un logiciel en ligne de commande. Il faut en ligne de commande mettre yoga.exe, espace et des arguments derrière. Pour l'instant, c'est pas encore l'interface graphique qui est dispo là. Là pour l'instant, je fais l'interface graphique pour Linux avant tout parce que c'est pour moi que je l'ai fait. Et je vais essayer de la porter sous Windows après en fait. Ça va être un joli défi de faire marcher du GTK avec du Python sous Windows. On va voir ce que ça donne. Mais effectivement, j'ai prévu d'essayer en tout cas de rendre ce que tu vois là accessible sous Windows. Donc là j'ai apporté différentes images dans différents formats. Donc par défaut il va garder le même format en sortie parce que c'est ce que j'ai prévu. Et donc si je fais Optimize, ici on voit qu'il est en train d'en traiter deux à la fois, parce qu'il fait du multithreading. Est-ce que j'ai mon... Ouais si j'ai ça, voilà. Là on peut voir que j'ai... hop, qu'il est en train de travailler. On voit que j'ai deux CPU sur le coup normalement. Un qui est là et un qui est là, voilà. Donc là il est en train de faire les optimisations. Hop. Donc on va le laisser faire tranquille, ça va lui prendre un petit peu de temps parce que je suis en live donc il est un peu teasé mais... Non, en fait, ce Carso, il prend que deux paramètres positionnels. Il prend entrée, sortie. Parce qu'en fait, le problème de ça, Carso, c'est que pour chaque image, tu dois pouvoir préciser quel format de sortie tu veux, quelle qualité tu veux en sortie, etc. Du coup, bah, c'est vrai que c'est pas été prévu de faire ça. Et là, on a craché. Tiens, voilà. Donc, j'ai effectivement un petit souci encore à régler. Visiblement, qui est lié à GTK. On va relancer. Au pire, while, et oui, bah, c'est un peu ça, voilà. C'est ce que je fais, hein, je fais une boucle for souvent. Donc je relance l'optimisation parce que ça a craché à cause de GTK, faut que je regarde encore des conneries que j'ai pu faire. Tu devrais... Tu devrais un peu plus vite. Alors il va peut-être falloir parler un peu plus vite. Effectivement, je parle trop vite. Il faut pas hésiter à me le dire. Hein. Du coup, je parle plus lentement. Hein. Donc j'ai relancé l'optimisation. Ici, on voit qu'il y a déjà optimisé ça et ça. On a déjà gagné 2,3 et 5% sur ces icônes, qui étaient déjà pas bien grosses en fait à la base. Hein. Là pour les JPEG c'est un peu plus violent. Bah voilà. Celui qui est vraiment représentatif c'est celui-là, le keyblade.sml, le keybladesmall.png. C'est un dessin que j'ai fait sur Inkscape et que j'ai exporté avec Inkscape tel quel. Et derrière, une fois que j'optimise, je perds quand même 36% de son poids, ce qui est quand même pas mal. Ouais, voilà, un truc comme ça, HS. Ça marche aussi avec Find, ouais. Et donc voilà. Et là, on voit que c'était assez violent sur les JPEG, mais il y a une raison à cela, c'est que par défaut, Yoga, je lui mets 84% de qualité. Et c'est clairement trop bas, il faudra que je mette par défaut un truc plus haut et que ce soit configurable. Mais dans l'idée, voilà, on voit qu'on perd comme bien du poids sur les images. Voilà. Donc c'est là-dessus que je suis en train de travailler. Actuellement. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste pas mal de choses à faire. On était sur Nox et compagnie. Là. Alors, on a complètement abandonné le pauvre Nox. Tu peux pas appeler interface graphique comme j'aime. Comme j'aime, pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai pas encore trop d'idées pour le nom, donc je vais donner un nom un peu basique, quoi. Yoga Image Optimizer, mais faut voir. Voilà, dans l'idée, on en était à peu près là. Et donc j'étais en train de montrer comment on faisait les applications GTK, du coup. La syntaxe est chiante. Oui, un petit peu, ouais, HS. Je déteste Windows. Ah Tiens d'ailleurs ce que je montrais tout à l'heure à propos du mono application sur le truc de test de tout à l'heure. Je me répète un peu beaucoup. Hop. C'est aussi valable pour Yoga. Si ici je fais Yoga... Non, si Python-M Yoga Image Optimizer... C'est trop long. Optimizer alors j'ai mon dossier d'image de test, on prend une au pif, genre voilà, firefox.png, très bien. Hop. Normalement, il est censé me le rajouter ici. Bon, ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait
Ah, parce que je suis pas dans un environnement virtuel, je suis pas dans le bon environnement. No module, name. Non, j'ai fait une faute d'orthographe. Image, voilà. Voilà, donc là on voit qu'il me l'a rajouté dans l'instance courante. Il m'a pas ouvert une nouvelle version du logiciel, voilà, il me l'a rajouté à la suite. Avec Xarc, tu peux paralyser facilement. Oui, mais de toute façon, voilà, Yoga, c'est prévu que la clé reste simple, donc il gère qu'un truc à la fois. Si vraiment on doit faire un mode batch, ce sera une commande supplémentaire, ce sera pas la commande Yoga directement. Donc voilà. Donc dans l'idée ici, donc on est sur une application GTK, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est une application GTK basique qu'on vient de créer pour montrer un peu comment ça marche. Voilà. Dans Yoga, comme je vous ai montré, j'ai une seule fenêtre qui s'ouvre en fait et qui ne bouge jamais. En fait, ça se fait assez simplement. C'est ici si je fais, on va faire hop, self.application, non main window égale none. Hop, ici on fait if not self.main window. On la crée s'il n'existe pas, et après on la rend visible, et on peut même faire self.present, je crois. Hop, self, n'importe quoi. Hop, main window.present, voilà, qui fait qu'elle va popper à l'écran même s'il était en arrière-plan comme ça. Hop, on dégage Activated, et voilà. Du coup, si je relance mon application de tout à l'heure, hop, pour montrer un petit peu où on en était, et que je relance du coup une autre instance de l'application, voilà, ici il m'a rendu la main, et il m'a juste remis la fenêtre en fait sous le nez, quoi. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hop, je repasse là-devant. Voilà, comme ça j'ai une fenêtre, j'ai une application mono-fenêtre, et c'est pas plus mal. Voilà. Il manquerait pas un joli petit help avec un ASCII art. Oh, j'ai fait une doc entière, ça va. Tu voudrais que je fasse le logo de yoga en ASCII art, c'est ça? Donc voilà, donc ça c'était pour vous montrer rapidement pardon, comment on fait une application GTK basique. Maintenant ça, on s'en fiche. On va reprendre l'application GTK complète qui est là. Donc voilà, là on est sur à peu près sur la même structure. Hein. T'as mal lu, je disais, quand on tape yoga tout court, sans argument. Normalement, si on tape yoga tout court sans argument, il est juste censé afficher message d'aide, je crois. Voilà, et il est même pas content. Là. Ah! Il est possible que j'ai oublié des trucs. Je vais me le noter ça. Ouais. Ça tombe bien, j'ai des petites conneries à revoir un petit peu sur yoga. Où est-ce qu'elles sont mes notes sur yoga? Yoga. Ah non, c'est des post-it que j'ai au mur, ça yoga. Attendez. Tac. Tac, 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 je me prends des petites notes. Yoga. No arg. Voilà, des petites conneries corrigées quand la prochaine fois que je fais une passe sur yoga. Il te dit aussi que tu dois porter un signe comme carte. Oui, bon, du coup, effectivement, il y a un petit crash quand on met pas de paramètres. Normalement, si je fais yoga image, par contre, il devrait m'afficher LED, non? J'espère. Ouais, voilà. Quand on met une des commandes, quand même, il nous affiche LED. Ou yoga modèle, du coup. Voilà. Mais effectivement, j'ai pas mis. Quand on écrit juste yoga, effectivement, j'ai oublié. J'ai tendance à vite fait oublier ce genre de conneries, moi. Bon, c'est pas grave, je corrigerai ça. Oh là là, le CPU que ça consomme. Ouais, alors effectivement, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que derrière, on utilise deux bibliothèques qui sont. Alors, Zopfli. Enfin, Zopflippy dans mon cas, mais Zopfli PNG, pour être précis. Qui est créé par Google Zurich, si je dis pas de conneries. Non, Ouais, si, je crois que c'est ça. En tout cas, c'est le truc de Google qui est en Suisse. Et Gutsly. Et pour Gutsly, ils disent. Ouais, c'est juste super long en fait. Pour Gutsly, ils disent qu'une image de 1 mégapixel, c'est-à-dire une image de 1000 par 1000, ça bouffe 3 mégas de RAM et 1 minute pour faire le calcul. Voilà, c'est extrêmement long. On va pas se le cacher. Et ça bouffe un CPU à 100%. Voilà. Donc effectivement c'est long, hein, les optimisations. En fait comme c'est vraiment un truc qui essaie d'optimiser à l'extrême les images, donc effectivement bah, derrière c'est coûteux en termes de CPU et tout ça. Après c'est pas tellement gênant parce que c'est des opérations qu'on fait qu'une fois normalement.
Donc, par exemple, moi, quand j'ai fini l'article de blog, je passe toutes les images à la moulinette yoga et puis il me les optimise et voilà. Et, moi, je vais faire à manger et puis quand je reviens, il a fini quoi. Voilà. Donc, effectivement, ça marche très bien par contre. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait des bonnes réductions quand même. Et donc, oui, ça bouffe beaucoup de CPU. Donc, comment que marche mon yoga ici? Donc, en fait, alors, on est sur un package Python standard. Hein. Donc, on a un setup.py ici et un dossier qui contient tout mon code Python. Hop, donc dans le dossier qui contient le code Python, on a le fichier init qui contient pas grand chose normalement. Est-ce que je l'ai ouvert? Non, je l'ai pas encore ouvert. Donc il contient juste l'ID de l'application qui est celui qu'on voit dans Defit notamment. Yoga Image Optimizer, c'est le titre de l'application. Pardon. Et la version actuelle qui est à 0 parce que. Voilà. Sur une image PNG de 526 kg, il est désormais à 480. Ouais, voilà. Mais après, ça dépend beaucoup de l'image en elle-même. Par exemple, si tu avais une image qui n'était pas du tout optimisée en PNG et qui peut baisser le nombre de couleurs nécessaires, qui peut passer en mode indexé, qui peut virer la transparence, etc., ça peut vite gagner beaucoup, quoi. Sans compter que le PNG, c'est très dépendant de la stratégie que tu as choisie à la base pour ce qui est du PNG, en fait, il y a même deux étapes d'optimisation dans dans Zopfli. Il y a toute la partie qui est filtrage du PNG. Donc choisir déjà en amont déjà quel type de profil PNG on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser des couleurs 32 bits, des couleurs 24 bits? Est-ce qu'on va passer sur une palette indexée? Est-ce qu'on va passer en niveau de gris? Est-ce qu'on va avoir une couche alpha ou pas? Un canal alpha ou pas? Déjà rien que ça fait pas mal de trucs. Et après derrière au niveau du filtrage, il fait un gros travail pour tester plein de possibilités pour être le plus efficace possible. Et une fois qu'il a les données du filtrage, en fait les PNG une fois qu'ils sont filtrés, les données qui en résultent sont compressées avec un algorithme qui s'appelle Deflate, c'est le même qu'utilisé dans Zip, Gzip et compagnie. Zlib, tout ça. Cherchez le nom. Et lui, il apporte encore une compression supplémentaire au niveau enfin, à cet endroit-là. Il optimise encore la compression Gzip, quoi, si on veut. Voilà. Donc c'est assez fou. Donc voilà, donc le point d'entrée ici, hop, de l'application est là. Donc j'ai ma fonction main ici, c'est ça mon point d'entrée. Voilà. Donc quand je fais python-m le nom de mon module, donc python-m yoga image optimizer, en fait ce qui est exécuté c'est ça. Donc cette fonction là qui est exécutée. Et quand l'application sera installée sur le système en dur, en fait ici je lui ai dit l'entry point c'est ça. Donc en gros je lui explique que il faut créer une commande qui s'appelle yoga-image optimizer. Et que cette commande doit appeler la fonction main qui se trouve dans le fichier main du module Yoga Image Optimizer. Voilà. Ça fait qu'on doit faire pip install sur le système en entier. En fait, il va créer un petit fichier Python qui va appeler ça en fait automatiquement. Est-ce que c'est destructif? Alors, pour les JPEG, carrément. Pour les JPEG, c'est toujours destructif. Pour le PNG, normalement, ça ne l'est pas en fait. Quand il passe en mode indexé, par exemple, ça veut dire que tu avais moins de 256 couleurs, par exemple, et que du coup, c'était rentable de passer à de l'indexé. Normalement, il est très peu destructif côté PNG. À la limite, si par défaut, là où il va détruire des trucs, c'est au niveau de la transparence. Si tu as des zones entièrement transparentes qui avaient des couleurs définies, il va avoir tendance à remplacer tout ça par du noir, histoire qu'il puisse compresser facilement ces zones-là, en fait, parce qu'elles sont pas visibles normalement. Par contre, si du coup tu virais le canal alpha, tu verrais que toutes ces zones sont passées en noir et ils ont plus de couleur. Voilà. Par défaut, c'est ça qui fait. Il faut que je regarde si j'ai. Normalement, au niveau de Zupfli, je dois avoir plus d'options que ça, que ce que j'ai exposé dans Yoga. Il faut que je regarde comment je peux les rajouter pour aller un peu plus loin. Mais voilà, globalement, les PNG, c'est pas plus disruptif que ça, quoi. Normalement, t'as pas de perte de qualité, en tout cas, à part sur les zones transparentes où tu peux perdre du coup des couleurs qui étaient pas visibles de toute façon. Mais voilà. Mais normalement, tu perds pas de qualité sur les PNG. Sur les JPEG, par contre, oui, carrément, c'est le principe du JPEG. Voilà, donc on était sur le point d'entrée qui est là. Donc le main, je vous explique rapidement comment ça marche. Donc ici, en fait, alors, théoriquement, GTK est capable de parser la ligne de commande, sauf que c'est extrêmement chiant à utiliser. Alors je l'utilise qu'à moitié. Voilà. J'ai implémenté le tiret version et le tiret H. Donc aussi on fait yoga-help ici. Python-m. Voilà, tac. Si je fais tiret H, voilà. C'est effectivement ArcParse qui me fait le résumé ici. Voilà, et pareil pour le tiret V, c'est le truc qui est là qui me le prend en charge pour avoir le numéro de version. Et du coup, j'ai implémenté aussi le fait, enfin, j'ai rajouté le fait qu'il y avait des images qu'on peut passer n images en paramètres, juste pour que la doc ici soit correcte, mais en fait, on l'ignore complètement cette partie-là.
Voilà, en fait, après, c'est GTK qui prend en charge la suite. Parce que j'avais la flemme d'implémenter toute la GUI en GTK, c'est un peu trop C dans. Non, j'ai un peu trop l'impression de faire du C, quoi, derrière. Voilà, donc ici j'initialise l'application GTK bah, comme je l'ai fait dans le fichier que je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est la même chose que le code que j'avais là. Voilà, et je fais app.run avec les arguments cette fois-ci. Je lui donne les arguments que j'ai eu en paramètres parce que ici c'est important, comme je vais lui faire traiter la ligne de commande, il faut que je lui donne. Sinon ça ne marche pas. Du coup on arrive sur GTK application qui est là. Donc là c'est tout j'ai la logique de base de mon application qui est là-dedans en fait. Je vais l'implémenter là-dedans. Donc ici on a le do startup qui est exécuté quand on lance l'application, normalement. Voilà. Donc ça, quand l'application se lance pour la première fois, on a le signal startup qui est envoyé, donc avec do startup on a ça qui est appelé. Donc ici on voit que je rappelle la fonction avec self, juste c'est un super, hein, je sais. Je pourrais écrire super aussi. Ici je rajoute une action. Alors les actions du coup qu'est-ce que c'est en GTK? C'est un catalogue d'actions qui peut être pardon, qui peut être appelé assez facilement. Ici j'ai l'action quit que j'ai appelé quit hein, simplement. Et quand cette action est activée, donc voilà, donc là j'ai mis le signal activate sur l'action, ça appelle la fonction enfin la méthode ici onQuit. Trop C, je me barre en claquant la porte. Disons que si je fais du Python, c'est pas pour faire du C en Python en fait, Tyrann, tu vois. Voilà. Et donc ici, je peux vous montrer d'ailleurs ce qui est pas mal avec les actions, c'est que en fait, on peut facilement les utiliser dans les menus en GTK, etc. Quand on a des menus, que ce soit des menus clic droit, des menus file machin en haut des applications, les menus comme celui-là qui sont ici là, ou n'importe quel autre pop-up menu ou autre chose comme ça. On peut facilement appeler des actions, même sur des boutons. En fait, on peut dire bah, quand tu cliques sur le bouton, ça appelle l'action truc. Voilà. Et ces actions peuvent aussi être appelées via des bus du coup. C'est ultra loin à installer Yoga de Pipip. Ouais, parce que ça compile Asimp notamment et Gutsly. Ouais, je sais. En fait, ce qu'il faut que j'ai un to-do à faire qui est de précompiler des packages pour PyPI, pour Windows, pour Windows, je sais pas si je vais le faire parce que du coup j'ai une version précompilée. Mais en tout cas, pour les plateformes Linux standard, etc., avoir des versions précompilées. Il faut que je fasse ça pour PyGutsly, qui est le binding Python de Gutsly qu'on a développé à Wanadev, parce qu'il n'y en avait pas. Et que je le fasse pour Yoga du coup parce que t'as tout Asimp qui est compilé avec Yoga. Et Asimp c'est le bordel à compiler et c'est long. Donc ouais il faut faire ça. Donc je disais, si je lance l'application déjà. Où il est? Hop. Voilà. Donc je lance l'application ici, je relance des feats. En fait, derrière, je peux appeler tous les signaux de l'application directement depuis la session des bus ici. Donc je vais faire taper flows, voilà, hop. Donc si je cherche ici, donc là voilà, on voit ma fenêtre principale avec les actions qu'il y a potentiellement dedans. Et moi c'est plutôt au niveau de l'application que je l'avais mis, donc on va l'appeler à partir de là. Psychologiquement c'est dur. C'est dur. Je suppose que c'est une mutation de pipe, mais on peut pas savoir où on en est. Ouais, effectivement, il est pas bien de savoir. Si quand même normalement il écrit la compilation en cours, mais après ça dépend peut-être des versions de pipe et des contextes dans lesquels tu le fais. Donc ici pour l'instant dans cette application j'ai qu'une seule action qui est quit. Je vais finir par la renommer exit pour juste pas avoir à l'appeler. Donc ici gtk.action, ici paf, je peux activer une action. Donc c'est ce qu'on avait dit, on a un signal activate. Et donc ici il faut donner le nom de l'action, des paramètres, parce qu'en fait une action peut aussi prendre des paramètres, en fait c'est du remote procedure call, hein, tout bêtement. Et après différents paramètres, plateforme data, bon on s'en fout. Globalement mon application, mon action s'appelle kit, du coup on a dit, voilà. J'ai pas de paramètres et j'ai pas de données de l'environnement, blablabla. Du coup, je fais ça, exécuter. Et attendez, hop, on va juste, avant d'exécuter un. Bon, ok. Hop, je mets juste ça là pour qu'on la voit bien quand même. Donc si je fais exécuter, ça va la quitter. Paf, voilà, ça a quitté l'application. C'est assez simple. Et donc on peut automatiser effectivement pas mal de choses avec ça. On pourrait depuis une autre application lancer des trucs dans une application qui est déjà lancée. Enfin bref. Je vais pas pouvoir faire tout le dessin, mais globalement faire beaucoup de choses comme ça. Et c'est notamment via là en fait qu'il il me contacte du coup en me disant bah open etc. Il me les envoie en fait ici. Hop. Donc le do startup ici. Comment faire des tests? Par contre effectivement on pourrait se servir de ça pour faire les tests unitaires aussi. Hein. Enfin les tests fonctionnels plus que unitaires du coup mais.
Faire des tests sur des applications graphiques, c'est une bonne question. Par contre, je sais pas trop comment faire des tests sur des applications GTK. Je me suis pas encore penché sur la question et il faudrait que je le fasse. Mais on verra. Donc 12 startups. Quand l'application démarre, donc assez simple, j'écris mon action et voilà. Do activate, donc c'est quand à chaque fois que l'application est lancée, que ce soit une autre instance, du coup. Donc la première fois que je la lance, effectivement, ça va faire 12 startups et do activate derrière. Si je lance une deuxième instance de l'application, en fait, il va directement appeler le do activate de celle-là. Il a pas besoin de faire plus en fait. Les tests en général, ouais, on verra. Alors en général, Hydreliox, pardon, je mets beaucoup de tests dans mes applications. Si tu regardes Yoga d'ailleurs, il y a beaucoup de tests dans Yoga. Hein. Hop, je te remontre un petit peu Yoga. On a tous les tests unitaires de Yoga qui sont complets. Hop, pour les images par exemple, on a tout un tas de trucs de tests. On teste non seulement on teste la CLI, on teste tous les helpers sont testés, il n'y en a pas beaucoup, et diverses options voilà, qui sont testées. Pour vérifier qu'on a bien le bon résultat en sortie. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, si j'ai le init.py ici. Attends, je suis dans le bon endroit là? Non, je suis pas dans le bon endroit. Je sais plus où je suis. Test. Image. Ah non, mais voilà, je me disais, je sais pas au bon endroit. Donc j'ai le test des images ici. Voilà, je me disais. Donc j'ai tout un tas de jeux d'images de test, des PNG, différents formats avec ou sans transparence. Parce qu'on a eu pas mal de bugs au début, genre avec les PNG, des fois il y avait des encodages un peu chelous qui faisaient que ça faisait planter ce qu'on prenait pas en charge les trucs correctement, bref. Du coup tout ça maintenant c'est testé, il y a une blinde de tests. Voilà, tous les helpers qu'on a vu tout à l'heure sont testés, les modèles 3D c'est testé aussi, enfin voilà, tout est bien testé. Voilà, les tests c'est pas plus tard, mais c'est juste que là sur une application GTK que je fais pour moi à la base, voilà. Là je me dis qu'effectivement le seul test unitaire que j'ai pour l'instant c'est sur un helper, tu vois. D'ailleurs il est par là, voilà. J'ai des tests avec DocTest là, voilà. Vite fait. Je me suis dit on verra plus tard comment faire les tests sur GTK parce que j'ai pas trop le temps pour l'instant. J'essaie d'avoir une application qui fonctionne et après on verra si je peux rajouter des tests au moins fonctionnels ou des trucs comme ça. Voilà. Du coup, je sais même plus ce que j'étais en train de raconter depuis tout à l'heure. Si, du coup, avant que je vous montre plein de trucs sur GTK, Yoga, que je fasse la présentation, tout ça, j'étais sur je rajoute des tests justement. Voilà. On en était on a installé Nox. Voilà, on peut lancer le lint déjà pour vérifier qu'on n'a pas écrit du code de CRAD. Voilà, et on avait fait du coup, alors du coup j'avais test 3.9. Alors je vais pas les exécuter maintenant parce que, comment dire, comme disait Carso, c'est long. Voilà. Et, là en fait il est en train d'installer le projet local, donc il y a pour un petit moment à ce qu'il compile tout le bordel, donc on verra plus tard. En fait ce que je vais faire, et comme je suis en train en fait de streamer en plus, c'est encore plus long. Donc ce que je vais faire c'est que je vais finir un peu ça, je vais le committer et on verra si GitHub ira ou pas. Donc là normalement j'ai Nox qui fait tout le boulot nécessaire. Donc il est capable de lancer les tests unitaires, enfin le test unitaire, et le lint, enfin le linting le lintage, pas comme on dirait en français. La qualité de code en tout cas est capable de la vérifier. Et on va aller créer un GitHub Action workflow, un workflow GitHub Action, si on met les trucs dans le bon ordre, les mots dans le bon ordre, pour faire exécuter ça à GitHub. Du coup on va aller créer le workflow, donc ça va être mkdir.github / workflow je crois. Workflows. Voilà, sans jeu de mots. Impossible de... Non, mais bon, -p, très bien, voilà. Touch.github. Workflow, et on va l'appeler. Je vais l'appeler de la même façon que chez Yoga. Bon, Python CI, c'est très bien ça. Python CI.yml. Voilà. Hop. Alors, il est par là le workflow GitHub, normalement. Touch my tralala. Ouais, j'ai envie de la faire à chaque fois. Alors, je vais repartir du coup d'un workflow que j'avais déjà fait. J'en ai parlé un peu sur mon blog, hein, si je regarde blog.flows.fr, j'ai déjà parlé des GitHub Actions. Pour déployer de la doc, dans mon cas, c'était, mais ça reste le même principe, hein, globalement. Donc, si y en a qui s'intéressent au workflow, ça peut être une bonne introduction. Bon, là, je sais à peu près ce que je veux. Je vais aller repiquer celui de Rival CFG qui est pas mal. Globalement. .github, workflow.
Python CI, voilà. On va les revoler celui-là et on va l'adapter pour nos cas. Ouais, c'est beaucoup de copier-coller, mais au moins ça va plus vite que de tout recoder depuis zéro. Hop. Alors, on veut que ce workflow s'exécute. Alors déjà, ça s'appelle l'intent test. Ça va, c'est le nom qui va apparaître dans GitHub Action. On veut que ça s'exécute lorsque je fais un push et lorsque je fais une pull request. Alors ici, on peut être beaucoup plus spécifique à cet endroit-là. Merde. Donc ici, on peut être beaucoup plus spécifique. Si je vous montre ce sur quoi je travaillais ce matin, notamment. Alors ce matin, du coup, je travaillais sur un truc qui s'appelle Pontoon, qui est un logiciel de chez Mozilla pour faire des traductions. J'étais en train de faire une pull request chez eux pour faire les tests différents trucs. Et on voit qu'ici, on peut être beaucoup plus spécifique. Donc on peut dire bah, sur les push. Mais uniquement. D'ailleurs, j'ai pas mis branch master, tiens. Je vais me faire engueuler. Hop. Je vais corriger ça après. Hop. Donc uniquement pour les branches, uniquement sur la branche master, pas tous les push. Voilà, ça fera que je fasse que je mette à jour ma PR tout à l'heure. C'est bien que je vous montre ça du coup parce que voilà. Alors GitHub Action, c'est la même chose que Travis. Je suis désolé, je suis pas dev. Voilà, globalement, c'est un peu la même chose que Travis, mais en beaucoup plus puissant que Travis, quand même, en mieux foutu que Travis, parce que Travis a mal vieilli malheureusement. Niveau fonctionnalité, je dirais même que c'est plus puissant que GitLab CI. Pourtant, j'adore GitLab CI, c'est ce que j'utilise tout le temps au boulot, mais effectivement, faut reconnaître que GitHub Action soit assez loin, quoi. Donc ici, voilà. Donc là, je lui dis que, par exemple ici, que ça va fonctionner, qu'on va exécuter enfin, ce qui se trouve dans ce workflow uniquement si je fais un push ou une pull request, uniquement sur master ou la merge request c'est le concerne master aussi. Et là, c'est uniquement si des fichiers qui se trouvent par là-bas ont été modifiés. Voilà. Sinon, il n'exécute pas. Donc on peut être très spécifique sur ce qu'on veut ici. Voilà, donc ici mon job, on peut avoir plusieurs jobs. Mon job s'appelle test. Ici mes tests, j'ai exécuté sur Ubuntu Latest qui va être Ubuntu 20.04 actuellement sur GitHub Action. Ici je mets une stratégie qui s'appelle Matrix qui permet d'exécuter mon code sur différentes versions de Python. En fait, sur mes plusieurs variables ici, il va faire un croisement de toutes les possibilités qu'on fait. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait juste en dessous d'ailleurs. Attendez. Si je vous montre ici, voilà, j'ai une matrice qui me prend en compte Python 3.8 et Python 3.9, différentes versions de Postgre et Node version 14. Et Ubuntu 20.04 pour l'instant, mais on pourrait rajouter du coup facilement des éléments dedans. Et si je vous montre du coup bah, Pontoon d'ailleurs, tout simplement, GitHub, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Manque 3.9 et 3.10. 3.9 il y est sur celui de Pontoon. 3.10 pour l'instant ça n'existe pas. Hein. On verra après. On verra quand il sera sorti. Mozilla Pontoon, voilà, je vous montre juste le workflow, comment ça s'exécute. Donc si je suis sur Action, ici, ça existe. Oui, bah je l'ai pas pour l'instant. Euh... Tac, 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 ça c'est les trucs qu'ils ont exécutés eux. Où est-ce qu'elle est ma PR? Putain, elle est passée où? Ma PR de ce matin, alors attendez. Linux install, vous voyez ça quelque part? Elle est là. Tac. Voilà, elle est là. Donc là, on voit qu'il m'a fait en fait un mix de Python 3.8, Python 3.8, Python 3.8, Python 3.9, voilà, avec Node 14, comme je n'ai mis qu'une version pour l'instant, il n'y en a qu'une seule ici. Et là, on voit que j'ai du Postgre 10, du Postgre 11, du Postgre 12, du Postgre 13, et après on passe à l'autre Python, voilà. Donc ça exécute des matrices de test comme ça, c'est assez pratique. Voilà. Donc ici, moi, je veux pas de Python 2.7 et 3.5, ça sert à rien. Hop. Je veux par contre Python 3.8 et 3.9. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas mis de toute façon dans le de Python 3.10 sur Nox. À tout à l'heure, je dois appeler mon papa et ma maman. Bah salut Tyran, parce que moi j'ai pas tarder d'arrêter, parce qu'après je reprends le boulot. Et oui. Alors, action de checkout. Voilà, donc là je regarde un petit peu les... Donc là c'est les différentes étapes. Voilà. On va remettre un peu des espaces là-dedans. Hop, with Python, name, nanana. Hop. Pourquoi je vais tous coller, c'est illisible du coup. Alors, comment ça marche cette histoire? Donc ici, checkout V2, c'est une action sur l'art de GitHub. Pour ça qu'il y a use ici. On va mettre name de point. Voilà. Hop, il est pas bon mon. Hop.
Mais il est complètement niqué mon truc là. Dis-moi. Mais oui, c'est complètement... L'orientation est complètement aux fraises. Hop là. Mieux là, je pense. Non, attendez, laisse-moi regarder. Matrix, runs on Ubuntu Latest. Là, ça a l'air mieux. La joie du YAML, ouais, la joie du YAML. C'est un peu chiant le YAML des fois. Donc ici, je récupère le repository. C'est une première étape. Ensuite, je lui demande d'installer Python qui correspond à la version que j'ai mis là. Donc ici, j'écris bah, install de Python machin truc. Et du coup, je lui dis bah, je veux installer Python machin truc. Voilà. Donc ça, c'est encore une action qui est fournie par GitHub, enfin, par GitHub directement. Après, derrière, j'installe les dépendances de build. Alors ici, du coup, bah, j'ai pas besoin de ça. Ça, c'était pour Rival CFG. Donc j'ai pas besoin de libUSB ni rien du tout. Donc en fait, je pense que je peux même dégager tout ça normalement. Je devrais avoir tout ce qu'il faut. Après, j'installe Nox, j'installe Setup Tools et Nox, qui me permettent de faire tourner mes tests. Et derrière, je lance bah, directement Nox pour le lint et hop, et test with PyTest, voilà. Session lint test, voilà. Et donc ici, c'est les tests qui correspondent à ma version de Python. Donc ici, il faut bien que je fasse gaffe de bien matcher, hop, dans mon Nox file que j'ai bien les mêmes versions de Python. Et bah éditer quand même, m'en fous, je sais pas où il est passé. 3.6 à 3.9 j'ai mis, voilà. Donc ici 3.6, 3.9 c'est parfait. Donc voilà, ici on va exécuter tout ça et on verra si ça marche. Donc on va déjà committer ça. Git status. Voilà, j'ai un de ces bordels là-dedans. Alors, on va regarder un petit peu les trucs que j'ai. Alors, parce qu'effectivement j'ai du bordel dans mon dossier, du coup je sais plus quoi et quoi. Donc ça on y veut. Setup.py, j'ai rajouté PyTest, on le veut. Le Nox file, je le veux. Ça, c'est le test qu'on a fait tout à l'heure. Ça, c'est un truc de merde. Je sais pas pourquoi c'est là. J'ai dû lancer avec Python, Python 2 tout à l'heure un truc, sans faire exprès. Et ça, c'est une sauvegarde de Glade. Ok, très bien. Non, normalement, là, j'ai tout ce qui est nécessaire. Ok. Ok, donc là, on fait git status, git ci-m, adds lint, test, and GitHub action workflow. Voilà. Et je vais pusher ça et ça on pourra voir ce que ça donne. Donc ouais effectivement, ce que je vous ai pas montré aussi tout à l'heure quand j'ai fait mon application manuelle là. Donc j'ai créé une application, j'avais juste créé une interface graphique, enfin une fenêtre avec rien dedans. Mais en fait soit on peut ici déclarer toute son application à la main. Donc créer les boutons un par un, les ajouter dans la fenêtre, etc. Ce qui est hyper chiant. On va pas se le cacher. Donc là il l'a pushé, donc il est en train d'exécuter les tests normalement. Sauf s'il y a des erreurs. Ce qu'on va savoir très vite. Mais du coup, attendez, je vais vous montrer. Donc ici, voilà, c'est le fichier que vous voyez tout à l'heure. Hein. Et donc on peut utiliser Glade pour, pour faire l'interface graphique. Hop, je vous le mets pas en plein écran parce que sinon ça va vous masquer avec le chat et tout ça. Donc ici on voit que j'ai mon application en fait qui est là. Hop. Alors ici il n'y a pas grand chose pour l'instant parce qu'en fait ici j'ai que le... Hop, si je mets ça, ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc ici j'ai que le tree view en fait qui affichait les... si vous vous souvenez la liste des images et tout ça. Ça, c'est la fenêtre qui permettait d'ouvrir des fichiers à la main. Et ça, c'est le bandeau, enfin, c'est la barre de titre de la fenêtre, du coup, avec les boutons. On voit d'ailleurs quel bouton Optimize et Arrêter qui sont en même temps sur la fenêtre. C'est juste que celui-là, il n'est pas affiché par défaut et on switch en fait en fonction des cas. Voilà. Et donc, en fait, c'est assez simple derrière de créer ces fenêtres comme ça. Enfin, si je fais un niveau supérieur, je vous montre rapidement. Hein. Je mets un GTK window ici. Voilà, je peux foutre. J'aime pas par contre la nouvelle façon qu'ils ont eu de faire ça. Un conteneur par exemple HTKBox, hop. Dedans je peux afficher un contrôle, donc on va mettre un bouton. Hop. Voilà. Un GTK switch si on veut. Et du coup il est un peu cassé mais voilà. On veut pas le remplir, comment je fais pour pas... Je veux pas étendre en fait. Type d'empaquetage, position, qu'est-ce que j'ai fait? Commun. Ici, il y a toutes les options de façon de base. Visible ou pas, peut prendre le focus. Alors ici, si on met si on enlève visible, ça reste quand même visible dans l'interface de Glade, ce qui est normal. Hein. Mais oui, voilà, c'est un gros clicodrome comme tu dis, HS. C'est effectivement un gros clicodrome. Hop, je vais mettre la fenêtre la plus grande possible.
Enfin voilà, du coup on peut faire différents trucs. Et on peut aussi connecter les signaux ici en fait. Hop, je vais enlever ma window qui sert à rien. Par exemple ici le bouton Optimize. Ici, alors hop, on voit rien parce que voilà, mais ici il y a un onglet signaux. Et ici dans le truc clicked, j'ai un on optimize button clicked qui est écrit ici et qui correspond au nom d'une méthode dans ma fenêtre en fait. Mais ce qu'on me dit c'est beaucoup mieux que de tout faire à la main. Ouais, effectivement, il manque des trucs dans Glade, franchement il manque des trucs. Hein. Il y a des trucs qu'on peut pas faire dans Glade directement. Je vous reparlerai dans un prochain live de comment on crée l'interface, enfin les listes view comme ça, voilà. Mais c'est un peu le bordel, c'est un peu compliqué à faire dans Glade du coup. Et donc si je vous montre ici, donc je disais la méthode qui est là en fait, elle est là-bas. Hop, dans main window. Elle est planquée par là. On, bouton. Du coup, voilà. On stop. Non, c'est pas le stop, c'est le optimize. Il est où? Je vais faire une recherche pour trouver un truc que j'ai sous le nez. Hein. Si, c'est celui-là, voilà. Donc ici, c'est la méthode qui correspond. Et en fait, comment ça marche tout ça? C'est parce que ici, je crée un truc qui s'appelle GTK Builder. Je lui donne l'adresse de mon fichier Glade, qui est un fichier XML. Hein, fichier Glade, je peux vous l'ouvrir d'ailleurs. Hop, ouvrir avec Vim. Voilà, c'est juste un fichier XML un peu verbeux qui génère derrière. Et derrière, lui, il va créer tous les widgets, tout ça. Derrière, je lui dis, tu connectes tous les signaux automatiquement à self. Donc je lui donne ce sur quoi, enfin l'objet sur lequel se trouvent mes méthodes. Donc là, je les ai mis directement là, donc elles sont directement sur mon application, donc elles sont là. Derrière, je récupère des morceaux du coup, donc je fais un builder.getObject pour les morceaux d'interface qui m'intéressent. Et du coup, je vais insérer ma title bar qui était là. Donc là, elle a un nom en fait, hein, si je regarde là. La title bar, elle est là. Hop, c'est le nom qu'on voit ici et qui est défini là. Donc là, je l'insère dans ma fenêtre, parce que ma fenêtre, du coup, je l'ai pas déclarée dans Glade, je l'ai déclarée directement dans GTK pour des raisons de praticité, dans Python pour des raisons de praticité. Le contenu de la fenêtre, c'est pareil, c'est juste un truc comme ça et que je viens coller directement dans ma fenêtre. Le self.add, en fait, c'est window.add en élément. Voilà. Et pareil pour la fenêtre de dialogue aussi, il y a des trucs que je peux pas faire dans Glade par exemple, c'est rajouter les boutons standards au-dessus pour dire ouvrir, fermer, tout ça. Tout ça, j'ai pas trouvé comment le faire dans Glade. Ce qui est un peu con. Du coup, bah voilà, c'est là. Ouais, c'est l'heure, je sais. C'est 14h. On va faire encore 5 minutes et puis après on va arrêter. Et voilà, et globalement, quand j'ai connecté le signal destroy pour dire qu'on fait l'application correctement. Je pense qu'il veut dire flow, c'est l'heure, c'est 14h, il faut que t'arrêtes. Voilà. Donc voilà. Et là, on voit que tout le tree view, en fait, toute la partie affichage de la liste d'images et tout ça, bah, je l'ai build entièrement à la main parce qu'en fait, c'est un peu compliqué à faire dans Glade, quoi. En fait, j'aurais pu l'écrire directement dans le fichier XML, mais j'aurais pas pu tout faire à 100% dans Glade directement. Donc, quitte à l'écrire à la main, je préfère l'écrire en Python que l'écrire en XML. Voilà. Dans l'idée. Alors on va regarder un petit peu s'il a passé mes tests ou pas. Alors Pontoon on s'en fiche, ça c'est pour après. J'y retournerai après moi. Rival CFG, hop on s'en fout. C'est celui-là? Non c'est pas ça. Yoga, voilà. Normalement dans Action ici. Ah c'est toujours en cours. Il est en train de compiler encore. J'ai bien fait de vous parler pendant qu'il faisait ça parce que c'est un peu long. Donc si on prend le job test 3.8... Ah, il est en train de faire le PyTest, donc c'est-à-dire qu'il est en train d'installer tout Yoga et tout ça. Donc là, on voit les temps d'exécution à chaque fois, devant chaque truc, et voilà. Bref. Donc là, c'est en cours d'exécution. Et salut Suro, comment tu vas? Je suis sur la fin là. Du coup, je te train d'expliquer comment on faisait des applications graphiques sous Linux. Donc là, il est en train d'exécuter mes tests, et rapidement, je peux vous montrer des trucs un peu cool avec GTK quand même. Depuis GTK 3, il y a des trucs qui sont vachement bien. Notamment, on peut, enfin, je sais pas s'il y a des devs web parmi vous, mais on peut débugger une application GTK comme des devs web, comme des applications web. Par exemple, si je reprends, hop, Python, hop, origine. Donc en fait, si je définis une variable d'environnement qui s'appelle GTK, alors ça marche pas que pour mon application, hein, ça marche pour toutes les applications GTK, qui s'appelle GTK debug, et que je mets égal 1 interactive, il y a un seul R, hein, active.
C'est assez intéressant ce qu'il nous fait. Voilà, il nous ouvre un petit débugger exactement comme ce que vous avez dans les navigateurs quand vous faites du débugage. GitHub Action fait des exécutions gratuitement sans facturer le temps machine. Exactement, Hydriox. Alors il y a des limitations. T'as pas le droit à plus de je ne sais plus combien d'heures de calcul, combien d'exécutions par jour, etc., par compte, etc. Et quand t'as un compte payant sur GitHub, tu peux faire plus de trucs, mais voilà. Mais globalement, c'est gratuit à la base, ouais. Et donc, comme je disais, enfin, les applications graphiques GTK se débug comme des applications web en fait. Là, je peux faire comme dans le navigateur, choper un truc et puis dire je veux récupérer le bouton qui est là, pouf. Et là, du coup, j'ai accès à ce bouton-là, j'ai accès à ses propriétés, j'ai accès à son CSS. Parce qu'effectivement, il utilise un langage CSS aussi. Alors, c'est pas exactement toujours les mêmes propriétés qu'en CSS web, mais derrière, on voit que derrière, hop, j'ai plein de propriétés CSS en fait sur mon bouton. Bah, exemple à la con, par exemple, si je prends ce bouton là, hop, le bouton. Il s'appelle comment? Il s'appelle bouton optimize ici, on voit. Donc si je vais dans CSS et que je fais dièse bouton optimize, hop, et que je fais border color de point red, il est censé passer en rouge. Théoriquement, sauf si je fais une faute, mais ça a pas l'air de marcher. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, on va faire border solide red 3 pixels. Ah, j'ai dû faire une faute quelque part. Alors attendez. Object, comment il s'appelle? Bouton-optimize. J'ai fait une faute. Ah bah oui, mais quand t'es. Et bouton, hein, truc à faire. Voilà. Donc ici on voit que je peux faire ça, je peux lui dire background lime, voilà, il va être vert, c'est moche. BACK, il faut que savoir écrire. Heureusement il me souligne. Hein. C'est comme du web après, hein, c'est font size 22 points, enfin font weight bold. Et je sais pas écrire, mais c'est pas grave. Voilà. On peut faire vraiment pas mal de choses en fait, c'est assez cool. Salut Suro. Donc on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Hop, on peut désactiver ça. On peut faire pas mal de modifications. On peut tester son application avec tous les thèmes installés. Par exemple, je peux passer en Adawaita, qui est le thème par défaut de GTK. Sur GNOME en tout cas. Je peux passer la variante sombre en un clic. Pouf. Je peux faire une mise à l'échelle des polices, effectivement. Je peux faire une mise à l'échelle de la fenêtre. Hop là. Donc là, il m'a foutu ailleurs parce qu'il n'y avait plus la place de l'afficher. Mais voilà, globalement, c'est ça. Donc si j'avais un écran haute définition, il me ferait ça. Voilà, on peut désactiver les animations, ce qui est plutôt pas mal aussi. Par exemple ici, je sais pas si on voit, mais en fait c'est pas instantané l'apparition de ça, c'est-à-dire je peux ralentir dans mon animation. Tac. Normalement on voit ici que c'est très lent. J'ai peut-être ralenti un peu beaucoup. Voilà, là on voit que c'est lent. Et je peux désactiver les animations pour tester des trucs sans que ça me prenne 3 plombes. Voilà. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire en fait depuis ici. On peut vraiment débugger toute son application graphique. C'est assez cool. Enfin voilà. On peut même faire, bah, ça c'est comme sur les applications, afficher le cache des pixels, afficher le redimensionnement des composants, afficher l'agencement, enfin voilà, on peut voir un peu tout ce qu'il y a dedans, enfin c'est pratique, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas. Bon, et GitHub Action est toujours en cours, ça va prendre un certain temps, je sens. Donc on va s'arrêter là, c'est pas grave. Si vous voulez checker si les tests sont passés ou pas, je vous mets le lien dans la chatroom et vous irez checker vous-même. Voilà. Hop, et du coup on va aller faire un petit raid, je ne sais pas encore chez qui, mais on va vite le savoir. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux pour voir du GTK et du Python. Moi, ça fait toujours plaisir de faire du GTK et du Python. Je sais pas quand est-ce qu'on va reprendre ça. Demain, on fait un live Ragnarok chez Wanadev Studio. Ah, 3.6 fail, tu me dis? Oh, c'est-à-dire que ça a commencé à fail. 3.6 fail, attends, Ah oui. Alors, ce qu'il faut voir aussi ici, c'est que quand un test échoue, ça coupe les autres, parce que potentiellement, c'est inutile de continuer le reste s'il y en a un qui marche pas. On va aller voir pourquoi. Hop, il est possible d'empêcher ça en mettant dans stratégie fail fast false. Et du coup, il continue à exécuter tout le reste, même si ça a échoué. Ça peut être pratique quand on fait des tests multi-versions, etc. Voilà. Et là, du coup, test with PyTest, c'est peut-être que mon test est foireux, hein, je sais pas exactement. Par contre, ça serait bien que tu me permettes de voir un peu le contenu là. S'il te plaît. Bon, je sais pas pourquoi il veut pas que j'affiche le contenu.
Normalement, ici, on est censé pouvoir élargir la vue. Alors, je sais pas pourquoi je peux pas avoir la sortie, mais on verra plus tard. Prochain live mercredi demain en début d'après-midi sur la chaîne One Life Studio, effectivement à 13h. On va faire du Ragnarok si vous voulez venir jouer avec nous. Et prochain live sur ma chaîne, je sais pas, probablement la semaine prochaine du coup. Mais voilà. Tiens, Studio Renegade ils font quoi? Bravely Default. Bah on va retourner chez Studio Renegade hein. Ouais attendez, sinon il y a aussi Luna Moon qui fait du Legend of Zelda. Vous préférez quoi? Studio Renegade qui fait du Bravely Default ou Luna Moon qui fait du Legend of Zelda? Vous avez le choix. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. Hop là. Quand on n'est pas connecté sur GitHub, on peut pas voir. Ah oui, du coup je peux connecter à GitHub sur ce navigateur là. C'est pour ça. Ok, je verrai après pourquoi ça a pété. Bon, et ben on va aller voir les renégats. Allez. Red. Studio Renegade. Hop. Putain, il va pas me le trouver, hein. Allez, allez. Voilà. Start Red, parfait. Du coup, je vous dis à demain pour ceux qui viennent me voir sur la chaîne Wild Dev Studio et probablement la semaine prochaine pour les autres. Salut!